Beaucoup de contenu à vous présenter ce soir. Donc, je vous présente tout de suite le plan de la séance d'information. Nous allons parler premièrement de qu'est-ce que les changements climatiques et quel est le lien avec notre empreinte écologique. Donc, on entend beaucoup parler des changements climatiques et de l'autre côté, on entend beaucoup parler de, bon, il faut réduire nos émissions de carbone, il faut réduire notre empreinte écologique, il faut produire moins de déchets. Mais quel est le lien entre les changements climatiques et notre empreinte écologique et surtout, qu'est-ce que ça veut dire un peu tout ça vraiment à l'échelle de la région? Les principes des 3 RV, ensuite, des principes qui doivent être appliqués donc, pour permettre de réduire l'empreinte écologique. Donc, on va parler de la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation. Puis, nous allons vous présenter donc des astuces et des trucs pour l'économie d'eau potable, l'économie énergétique à la maison, puis des pratiques écologiques pour la gestion des pelouses. Nous allons terminer la présentation en vous présentant des bonnes pratiques des entreprises de la région. Donc, parce que c'est bien beau de dire, oui, nous, de manière individuelle, on réduit notre empreinte écologique, mais les entreprises de la région, elles font quoi? Et qu'est-ce que la ville de Cowansville fait également pour mettre en place de meilleures pratiques écologiques et d'adaptation au changement climatique. Donc, débutons sans plus tarder. Après chaque enjeu, je prendrai quelques questions. Donc, nous aurons une petite période là, pour prendre 2 ou 3 questions sur les thématiques. Et s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit plus tard dans la présentation, je resterai après la présentation pour répondre à vos questions. Donc, débutons. Les changements climatiques, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Donc, évidemment, c'est le changement des sociétés, l'évolution de l'humanité vers l'industrialisation, puis la mondialisation, particulièrement au courant du dernier siècle, donc qui ont augmenté de manière exponentielle la production de gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle communément les GES. Donc, les GES, petit rappel, il y a beaucoup de gaz à l'intérieur de gaz à effet de serre, mais les plus importants, du moins les plus influents sur l'augmentation du climat, sont le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane, le CH4, et le protoxyde d'azote, le N2O. Donc, sans ces gaz, incluant la vapeur d'eau et l'ozone, évidemment, pour le phénomène, donc la température moyenne sur la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. Donc, évidemment, la vie, toute forme de vie serait complètement impossible. Un petit rappel très rapide pour vous parler de l'effet de serre. Donc, c'est vraiment l'énergie du soleil qui, une partie va être reflétée par l'atmosphère dans l'espace et une partie va être absorbée à l'intérieur de l'atmosphère et captée par la surface de la Terre. Il y a une partie ensuite du rayonnement infrarouge qui va traverser l'atmosphère et être libérée, puis une partie qui va être absorbée par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La planète, la Terre, en fait, va également réacheminer un rayonnement qui va être émis par la surface de la Terre à l'intérieur de l'atmosphère, dont une partie va s'en échapper, mais une partie qui va rester donc à l'intérieur de l'atmosphère qui va permettre de conserver la chaleur au niveau de l'atmosphère et la chaleur au niveau de la surface de la Terre. Donc, plus il y a d'augmentation de GES, mais évidemment, plus en magazine de chaleur. Donc, oui, ça prend des gaz à effet de serre, ils sont extrêmement importants, mais si on dépasse un certain niveau de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique a lieu. Donc, pour vous donner quelques chiffres, il y a le consortium Ouranos, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un regroupement de scientifiques québécois qui est reconnu mondialement, qui analyse les impacts des changements climatiques, entre autres au Québec. Et pour vous donner quelques chiffres, pour la moyenne des températures quotidiennes, donc sur 365 jours dans une année, nous avons des scénarios qui sont émis par Ouranos, donc sur des scénarios d'émissions modérées et élevées. Donc, des scénarios modérés, ce que ça veut dire, un scénario modéré, c'est que oui, à partir de maintenant, on applique un changement de comportement à l'échelle des sociétés pour réduire nos émissions de GES et notre empreinte écologique. Et des émissions élevées, un niveau d'émissions élevé voudrait plutôt dire le statu quo. Donc, on ne fait pas de changement de comportement et on continue d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, pour vous donner une idée, un scénario modéré impliquerait un changement de température, de moyenne de température sur une année, de 2041 à 2070, un réchauffement climatique qui arriverait aux environs de 8,2 degrés Celsius pour atteindre un 9 degrés Celsius
pardon, 2071 à 2100. Et si par contre, nous ne nous adaptons pas au changement climatique, bien, on va plutôt voir une augmentation des moyennes de température quotidienne passer de 8,9 pour 11,5 degrés. Donc, c'est très important. Et là, on va voir vraiment la perte d'espèces et mettre en jeu vraiment la vie sur la Terre à divers niveaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences directes des changements climatiques ici à l'échelle de Brome-Missisquoi? On entend beaucoup parler des tsunamis en Asie, on va parler des feux de forêt en Californie ou ailleurs au Canada. Ici, on est très chanceux. Le contexte régional fait qu'on n'a pas d'événements aussi extrêmes qu'ailleurs sur la planète, mais toutefois, on en ressent les effets tout autant, malgré qu'ils soient un petit peu moins extrêmes. Donc, il y a les événements de pluie extrêmes qui sont vécus, que vous avez certainement pu constater. Donc, ça crée une augmentation des risques d'inondation, une augmentation des blessures et des infections bactériologiques liées aux inondations. De plus longues périodes de sécheresse pendant l'été, donc les agriculteurs vous le diront, un allongement des épisodes de jours consécutifs sans précipitation de pluie pour la saison estivale, donc on peut voir une augmentation des risques de feux de forêt, des risques des dépressions sur les cultures, de plus longues périodes de chaleur et de croissance des végétaux. Donc, c'est super peut-être pour les agriculteurs, mais au niveau de la santé, on voit une plus longue période d'allergies saisonnières. Donc, les allergies saisonnières ont des coûts très importants au niveau de la société. L'augmentation des journées de chaleur extrême consécutives, ce qu'on appelle communément une canicule. Donc, les augmentations de taux de mortalité des problèmes de santé chez les populations vulnérables. Donc, on entend parler par population vulnérable là, de personnes âgées, de personnes ayant des troubles respiratoires et cardiovasculaires ou de jeunes enfants encore. Des risques en période d'étiage étant la période de l'année où le niveau de l'eau et les précipitations sont au plus bas. Donc, une diminution de la qualité de l'eau et de la quantité d'eau. Donc, il y a certaines municipalités déjà et certains résidents de la région qui vivent certaines problématiques déjà ici à l'échelle de Brome-Missisquoi sur la quantité d'eau. Une augmentation des pics de smog. On l'a vécu cet été. Depuis plusieurs étés, on voit de plus en plus, même jusqu'ici à Cowansville, des effets des smogs. Ça cause une augmentation des risques de santé liés au système respiratoire et cardiovasculaire. Une augmentation des îlots de chaleur. Donc, vous allez me dire, on n'est pas à Montréal, mais oui, malheureusement, à Cowansville, on a déjà malheureusement des îlots de chaleur. Donc, ce qui cause une augmentation du taux de mortalité des problèmes de santé chez les populations vulnérables. Une augmentation des précipitations en pluie et diminution des précipitations de neige. Donc, pendant la période hivernale, on a beaucoup plus de pluie et moins de neige, plus d'inondations au printemps et à la fonte des neiges, augmentation des débits hivernaux des rivières et l'augmentation donc des risques d'inondation. Et finalement, on voit aussi plus de périodes de dégel et de fluctuations de température pendant l'hiver. Donc, il y a 20 ans, 30 ans, une période de dégel au mois de janvier ou février, c'était très rare. Les températures étaient beaucoup plus stables. Maintenant, on va voir plusieurs périodes de dégel au courant de l'hiver. Ce que ça cause, c'est plus de risques de glace au sol, donc plus de risques de chute et de blessures, plus de risques d'accident de la route et une augmentation des bris des infrastructures, donc plus de coûts d'entretien et de réparation. Donc, on dit souvent, mon Dieu, les routes sont mal entretenues et il y a tellement de nids de poules, surtout dans la région métropolitaine. Bien, les changements climatiques sont grandement impliqués dans la condition, malheureusement, des routes. Donc voilà, en résumé, les changements climatiques ont des effets ici à l'échelle locale directs sur la santé humaine, sur les infrastructures, l'augmentation des coûts de réparation et d'entretien, des effets sur la sécurité publique et des effets, évidemment, on a un petit peu moins parlé jusqu'à maintenant, mais sur l'environnement. Donc, pourquoi adopter des pratiques éco-responsables? Essentiellement pour deux raisons. Premièrement, on protège l'environnement, la biodiversité, les ressources naturelles et les écosystèmes qui nous sont essentiels. On va le voir dans quelques diapositives. Puis, pour s'adapter face aux effets des changements climatiques qu'on vient de voir, donc qui sont inévitables et malheureusement en croissance. Donc, comment on peut le faire? Bien, premièrement, de réduire de manière sociétale et individuelle sa production de GES, donc l'empreinte écologique, comme on l'appelle.
Mettre en place des pratiques qui vont préserver l'environnement naturel. Donc, la protection de l'environnement et l'adoption de pratiques éco-responsables peuvent représenter des gestes simples. On ne parle pas ici de changer notre mode de vie entièrement, mais vraiment de porter des petits gestes qui vont grandement à l'échelle de la société, diminuer notre impact sur les changements climatiques et augmenter la protection de l'environnement. Donc, on va poursuivre avec 4 petites vidéos. Les vidéos de la soirée, je vous les présente un à la suite de l'autre ce soir. Donc, pour vous rappeler ou vous informer sur comment la protection de l'environnement permet de réduire les effets des changements climatiques. Donc, en premier lieu, par la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, je lance la première petite vidéo. Prenez un moment, regardez et écoutez ce qui vous entoure. Geneviève, je crois qu'on n'entend pas le son vu que ton micro est fermé. Le son de la vidéo ne fonctionne pas? Aux plus gros animaux et aux plus grands arbres. De l'eau que nous buvons. Comme ça, oui, il faut vraiment laisser ton micro ouvert, je crois. D'accord, pardonnez-moi. On recommence. Prenez un moment, regardez et écoutez ce qui vous entoure. Autour de vous, vous voyez et entendez des organismes vivants qui dépendent d'autres organismes vivants. Ce lien entre les espèces et les écosystèmes est appelé diversité biologique ou biodiversité. Chaque espèce vivante sur Terre fait partie de la biodiversité, de la plus petite bactérie aux plus gros animaux et aux plus grands arbres. De l'eau que nous buvons à l'air que nous respirons, la biodiversité est la recette de la richesse de la vie sur Terre. C'est la variété de toutes les vies réunies, une variété qui est essentielle à notre survie. Voyez-vous, la planète Terre n'est pas seulement un endroit. Elle est pleine de vie. Nous, la population canadienne, nous dépendons de la biodiversité des écosystèmes qui se trouvent ici et à l'étranger. Tout est interrelié. Pensez à cette forêt tropicale, à ce récif corallien, à ces prairies, à ces montagnes. La biodiversité est présente dans tous les aspects de notre vie quotidienne, que ce soit dans notre alimentation, nos vêtements et même nos médicaments. L'équilibre fragile de la biodiversité peut être menacé par la destruction des habitats, la surconsommation, la pollution, les espèces envahissantes et les changements climatiques. Si vous enlevez des morceaux de ce qui constitue la biodiversité, c'est comme si vous enleviez des pièces essentielles dans les fondations d'un bâtiment. Il perd sa force et nous perdons des espèces et des habitats. C'est simple, nous ne pouvons pas vivre sans biodiversité. C'est pourquoi il vaut la peine d'être protégée et restaurée. Voici comment vous pouvez y contribuer. Commencez par apprendre. Découvrez les mécanismes du réseau de la vie dans votre quartier. Comment les arbres aident les oiseaux. Comment les fleurs aident les abeilles. Sortez et voyez la biodiversité en action. Faites une randonnée l'après-midi dans un parc. Soulevez une bûche avec précaution et observez toutes les créatures. Voici un bel exemple d'un petit écosystème entre vos mains. Voici d'autres idées. Plantez un arbre, ou 2, ou 10. Nettoyer un champ, une plage ou un étang. Créer des habitats comme un nichoir, un dortoir à chauve-souris ou un jardin pour les pollinisateurs. Parlez à vos amis et à votre famille pour les inciter à donner un coup de pouce à notre terre. Discutez de la façon dont chacun d'entre nous peut avoir un impact réel sur le monde qui nous entoure. Vous pouvez jouer un rôle important dans la protection de la biodiversité en vivant en harmonie avec la nature. Commencez dès aujourd'hui. Donc ensuite, la protection de l'environnement passe aussi, passe aussi par le captage et le stockage du carbone par les arbres et les tourbières. La forêt est le deuxième puits de carbone après les océans. Elle séquestre annuellement l'équivalent de 19% des émissions de carbone à l'échelle mondiale.
La forêt et ses sols sont des puits de carbone grâce au stockage du CO2 atmosphérique dans le bois du fait de la photosynthèse. La forêt joue un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique à différents niveaux. C'est ce qu'on appelle les 3 S. Séquestration, stockage et substitution. Grâce à la photosynthèse, les arbres captent le CO2 de l'atmosphère et le séquestrent sous forme de carbone dans la biomasse vivante, puis dans la biomasse morte, la litière et le sol, jouant ainsi un véritable rôle de pompe à carbone. Ensuite, les produits bois issus de la forêt stockent le carbone pendant toute leur durée de vie. Ces bioproduits permettent aussi de se substituer à d'autres matériaux plus énergivores ou des combustibles non renouvelables et émetteurs de gaz à effet de serre. Les forêts gérées durablement permettent de lutter efficacement contre l'effet de serre par l'accroissement de la surface forestière via les plantations d'arbres. En optimisant la gestion forestière déjà existante, on produit davantage de bois d'œuvre de qualité pour la construction, le meuble et aussi pour l'énergie. Le but est de raccourcir le cycle de production, car les jeunes arbres ont un potentiel de pompe à carbone plus fort que les arbres anciens. Il faut revoir le peuplement et l'adapter au changement climatique. C'est tout le travail fait dans le cadre de recherche sur les ressources génétiques forestières. Le rôle climatique de la filière forêt-bois sera d'autant plus important que les produits seront utilisés en cascade, allant des charpentes aux panneaux de particules jusqu'au recyclage et à la valorisation énergétique en fin de vie. L'autre enjeu global qui concerne la forêt est la lutte contre la déforestation tropicale et la dégradation des forêts. Elles sont responsables de 11% des émissions mondiales. Il faut réduire la déforestation et restaurer les forêts dégradées à leur niveau respectif. L'engagement des gouvernements, mais également des entreprises est primordial. Celles-ci peuvent par exemple éliminer l'impact sur la déforestation de leur approvisionnement en matières premières agricoles, comme l'huile de palme. Les pays du Sud et du Nord doivent faire converger leurs forces dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Donc, on voyait, c'est une vidéo qui vient évidemment du pays, donc de la France, et donc qui parle du captage et du stockage de carbone. Ensuite, un dernier élément important pour la protection de l'environnement, donc c'est le maintien des services écologiques rendus aux humains, donc par la protection et la restauration des milieux humides. Puis ensuite, vous en avez certainement souvent entendu parler, le respect des bandes riveraines. Disparition des milieux humides. This is the world's first reusable cotton swab. It removes up to 5. Disparition des milieux humides est un problème mondial. Pendant des siècles, les humains les ont détruits en les remplissant, en les drainant, jugeant qu'ils étaient inutiles et nuisibles au développement agricole et résidentiel. Ce n'est que récemment que nous avons réalisé que les milieux humides sont en fait essentiels pour la faune et la flore, et qu'ils le sont tout autant pour les humains. Un milieu humide, ça vous dit rien? En fait, vous les connaissez plutôt sous d'autres noms, comme marécage, marais, tourbière ou étang. Il s'agit en fait d'écosystèmes qui se forment à la rencontre d'un milieu terrestre et d'un milieu aquatique. Vous vous demandez peut-être pourquoi protéger des eaux boueuses et infestées de moustiques? C'est qu'en plus de nous aider à lutter contre les conséquences des changements climatiques, les milieux humides sont un peu comme les reins de la Terre. Ils filtrent naturellement l'eau et diminuent les risques d'inondation, de sécheresse et d'érosion, en plus d'abriter une riche biodiversité. Les milieux humides sont extrêmement importants et avec l'accélération des changements climatiques, la multiplication des canicules et l'augmentation de la fréquence des inondations, il faut à tout prix les protéger. La loi québécoise favorise d'ailleurs la réalisation de projets qui évitent ou tentent de minimiser leurs impacts sur les milieux humides. Et vous aimeriez peut-être savoir ce que vous pouvez faire pour les protéger. Nous pouvons freiner la destruction de ces milieux précieux et mettre de l'avant leur préservation en s'assurant que les lois visant à les protéger soient réellement mises en œuvre. Pour connaître les outils juridiques à votre disposition et pour transformer vos questions en actions, consultez notre banque d'informations juridiques vulgarisée, Obiter. Ensemble, assurons-nous que la nature retrouve ses droits. Donc voilà, et un dernier petit vidéo parlant donc de l'importance du respect des bandes riveraines, donc en bordure de lac ou de rivière. C'est une végétation naturelle et permanente qui borde
Une bande riveraine, c'est une végétation naturelle et permanente qui borde un plan d'eau. Elle constitue une zone de transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Pourquoi une bande riveraine? L'aménagement et l'entretien de la bande riveraine sont des stratégies qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau dans les lacs et les cours d'eau. Dans un bassin versant, la bande riveraine est le dernier filtre dans lequel les eaux issues de ruissellement de surface vont passer avant d'aboutir dans le plan d'eau. Ce filtre permet de réduire et, dans certains cas, empêcher des problèmes tels que la sédimentation et limite l'érosion des berges en les stabilisant. En effet, les racines vont permettre de retenir le sol, donc plus une bande riveraine est fournie, plus les apports en sédiments vont être retenus par celle-ci. Il y a deux manières pour vous de créer une bande riveraine. La plus simple est de laisser aller la nature en cessant de tondre la partie de votre terrain qui longe le plan d'eau. L'autre méthode est la revégétalisation de la rive. Pour ce faire, il vous faut mettre la main à la pâte et planter des herbacées, des arbustes ainsi que des arbres natifs du Québec. Afin de s'assurer de son efficacité, il est important que cette dernière ait une largeur suffisante conforme à la réglementation de votre municipalité. Voici les grandes étapes pour revégétaliser votre bande riveraine. Il faut tout d'abord faire une bonne planification. Prenez soin de sélectionner des plantes adaptées à votre type de sol et au degré d'ensoleillement. Pour vous aider, identifiez les espèces qui poussent spontanément en proximité et reconstituez les regroupements végétaux naturellement présents sur votre terrain. Choisissez des espèces de végétaux indigènes et diversifiés en taille, comme le mérique baumier, la potentille et le rosier. Comment planter? Disposez chaque plante sur son futur emplacement. Ensuite, creusez un trou de dimension plus grande que votre motte à planter, soit 1/3 de plus. Placez le plant bien droit dans le trou. Le haut de la motte doit être au même niveau que le sol existant. Autour de chaque plant, faire un bourrelet de terre. Ceci permettra de garder l'eau de pluie, assurant un arrosage naturel. Pour assurer une meilleure croissance de vos plantes, vous pouvez également ajouter un biodisque, puis arroser abondamment en remplissant la cuvette. Voilà, vous avez maintenant une belle bande riveraine. Si vous avez besoin d'un support dans votre démarche, sachez que de nombreux outils sont disponibles. Pour plus... Donc, voici, donc, évidemment, je vous ai bombardé d'informations concernant la protection des milieux naturels, mais c'était vraiment pour vous expliquer que tous les milieux naturels sont vraiment importants pour permettre de faire face au changement climatique. Donc, est-ce que vous avez des questions? La disparition des milieux humides est un problème mondial. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la première... bande riveraine. Je vais juste enlever les vidéos parce que je crois que j'ai... Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la première partie qui vise pour les changements climatiques et la protection des milieux naturels? Donc, Patricia, je ne vois pas le chat. Moi, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer tout de suite à donc le corps de notre présentation ce soir. Donc, on va parler des 3 RV, donc la gestion des matières résiduelles. Donc, possiblement que vous avez déjà entendu parler des 3 RV. Donc, malheureusement, au Québec, on a le pire bilan du Canada et un des pires bilans mondiaux par rapport à la production de déchets. On est les champions des poubelles, oui, malheureusement. Et particulièrement au niveau du secteur résidentiel. Donc, pour vous donner quelques chiffres, de 2002 à 2016, la quantité totale de déchets qui a été collectée au Canada a augmenté de 3,5 millions de tonnes ou 11%. Et entre 2002 et 2018, pour faire un comparatif au Québec, même si la population a augmenté, l'enfouissement des déchets par personne a augmenté de 53%. Donc, c'est vraiment très, très important. Juste par comparaison, donc le Québec, en 2018, on enfouissait 385 kilos de déchets par personne. Pour, par exemple, la Nouvelle-Écosse, où les chiffres étaient de 165 kilos par personne. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Dans Brome-Missisquoi, donc parce qu'évidemment, les diverses régions du Québec présentent des chiffres différents, je voulais vous présenter un petit peu l'état de la situation dans Brome-Missisquoi. Donc, pour 2015 à 2018, donc on voit que l'enfouissement par kilogramme de déchets par habitant par
année a passé de 301,9 à 269,5 kg de déchets enfouis par habitant. Donc, on a vu une petite diminution, mais pas de manière significative. En 2019, par contre, les chiffres démontrent qu'on a plutôt diminué de 100 kg de déchets par habitant, mais c'est corrélé avec l'arrivée de la collecte des matières compostables, donc notre bac brun. Ça veut dire que le compost, bien, ça fonctionne. Ça marche, la population est impliquée et on réduit l'enfouissement des déchets. Donc, mais malgré tout, malgré l'arrivée du compost, on reste tout de même au-dessus des moyennes des autres provinces. Donc, on a encore du travail à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les matières qui sont envoyées au site d'enfouissement? Donc, pour réduire l'élimination. Donc, vous avez probablement déjà vu cette pyramide inversée, donc qui sont les étapes à mettre en œuvre pour réduire la quantité de déchets qui va se retrouver au site d'enfouissement. Donc, on commence par des mesures de réduction à la source, ensuite le réemploi, le recyclage, la valorisation, qui est le compost, pour finalement arriver avec un déchet résiduel qui va aller à l'élimination, donc au site d'enfouissement. Donc, débutons avec la réduction à la source. Donc, le déchet le plus simple à gérer est évidemment celui qu'on ne produit pas. Donc, ce qui est à retenir, c'est on achète moins et on achète mieux. Donc, avant tout, il est important de réévaluer les besoins à la maison et les achats nécessaires. Donc, rappelez-vous qu'un jour, tout ce qu'on achète va être jeté ou du moins va être éliminé d'une certaine manière. Les économies sont généralement maximales lorsque les actions suivantes sont réalisées simultanément. Donc, premièrement, faire une révision des besoins de la consommation à la maison. Donc, est-ce qu'on a réellement besoin du produit qu'on va acheter? Est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Deuxièmement, faire une révision de comment on achète, où on va acheter le produit et comment le produit est offert. Donc, une fois qu'on a revisité nos besoins, donc il est temps de passer aux achats éco-responsables. Mais qu'est-ce que ça veut dire un achat éco-responsable? On en entend parler partout de l'achat éco-responsable. Donc, en fait, pour considérer une pratique ou un produit comme étant éco-responsable, il faut l'analyser dans la totalité de son cycle de vie. Donc, qu'est-ce qu'un cycle de vie? Évidemment, c'est les 5 phases de la vie d'un produit. Donc, évidemment, on ne vous demande pas de faire une analyse de cycle de vie à l'épicerie quand vous arrivez devant une boîte de céréales ou devant un produit quelconque pour l'achat, mais tout de même, il y a quand même des étapes du cycle de vie où on peut réfléchir rapidement à notre décision d'acheter un produit ou non, ou un produit ou un autre produit. Donc, les 5 phases de cycle de vie d'un produit sont l'extraction et la production des matières premières. C'est souvent possible de savoir le produit, de quelle matière première il est fait. La production du produit, là, c'est vraiment une étape que, bon, le consommateur peut un petit peu moins avoir une prise de décision parce qu'on n'a pas toujours l'information sur comment il produit un produit. La distribution, donc ça, on peut rapidement avoir un impact. Le produit de l'usine ou de son centre de fabrication jusqu'à la maison a parcouru quelle quantité de kilomètres, quelle distance. Et l'utilisation, ça nous appartient entièrement. Donc, c'est le produit, une fois qu'il est à la maison, quand on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait? Et la fin de vie du produit. Donc, le produit ne disparaît pas une fois qu'on en a disposé. Donc, un produit ou une pratique est rarement sans déchets. Donc, on parle beaucoup aussi du zéro déchet. Il faut faire très attention. Zéro déchet, c'est une très belle pratique ou une très belle manière de présenter certains produits qui sont éco-responsables, mais il faut toutefois prendre en note que très, très peu de produits sont zéro déchet. Les produits vont souvent être zéro déchet à l'étape de l'utilisation. Donc, une fois qu'on l'achète, donc par exemple, les produits en vrac vont avoir un zéro déchet du magasin jusqu'à la maison, mais ils vont quand même avoir une certaine empreinte écologique et certains déchets qui vont être générés lors de leur production. Donc, des petits trucs ou des questions à se poser pour acheter de manière éco-responsable. Donc, premièrement, éviter d'acheter des produits qui sont jetables, mais plutôt réutilisables. Ça, on le sait. Vérifier le niveau d'emballage des produits. Est-ce que le produit est suremballé? Éviter d'acheter des produits qui sont non recyclables. Est-ce que le produit est disponible dans une boutique en vrac? Parce qu'effectivement, le vrac réduit grandement la production des déchets.
Acheter des produits qui sont plus durables. Bon, parfois, c'est plus cher à l'achat, mais souvent, le produit va résister plus longtemps, donc à l'effet du temps. Est-ce que le produit répond réellement à mon besoin? Donc, quelques exemples. On peut utiliser des linges pour la maison qui sont lavables, des savons en barre qui sont non emballés ou du savon liquide en frère. Réaliser ses propres produits ménagers, utiliser des produits biodégradables mais sans phosphate, donc pour protéger l'environnement. Utiliser des pellicules alimentaires réutilisables et compostables, des produits hygiéniques lavables, des sacs de conservation alimentaire, réduire l'utilisation des produits faits de plastique ou les éviter si possible, réduire les produits d'emballage en format individuel. Donc, souvent, on va penser que on nous dit souvent que les plus gros formats vont utiliser plus de plastique, par exemple, ce qui est parfois le cas. Quand on prend l'exemple des bouteilles d'eau, c'est le cas. Mais par contre, je vous donne l'exemple du yogourt. Lorsqu'on achète un pot de yogourt de 500 ml, le plastique du yogourt de 500 ml est recyclable. Tandis que quand on achète des contenants individuels pour les lunchs, c'est du polystyrène. Mais en fait, ça fait partie des plastiques numéro 6, donc ils ne sont pas recyclables. Retourner les contenants consignés où ils sont repris. Donc, il faut toujours prioriser la consigne au recyclage. La raison est simple, c'est que la consigne, on sait, il y a déjà un marché, un acheteur en arrière de la consigne, tandis que le recyclage, on ne sait pas si l'élément va être acheté une fois arrivé au centre de recyclage. On évite les fruits et les légumes emballés à l'épicerie. Un poivron emballé dans du cellophane, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est possible, de se procurer un produit ou un bien qui est multifonctionnel, donc qui vont répondre à plusieurs de mes besoins? Est-ce que c'est possible de se procurer un bien usagé avant de penser à l'achat d'un bien neuf? Est-ce que le produit minimise la consommation d'énergie? Est-ce que le produit minimise l'extraction des ressources naturelles? Est-ce que le produit est de provenance locale? Est-ce que le produit a parcouru un long système de distribution? Donc, je vous donne l'exemple des produits alimentaires. Ici, dans la région, par exemple, pour tout ce qui est fruits et légumes, le système de distribution québécois fait transiger les éléments par Montréal, donc pour parfois faire un très, très long réseau de distribution qui est parfois pas nécessaire. Ici, dans la région, c'est super facile l'été de se procurer des fruits et légumes de provenance locale qui ne passeront pas par le système de distribution québécois. Est-ce que le produit peut être valorisé en fin de vie, réutilisé ou recyclé à une autre fin? Donc, des exemples, on recherche les symboles Énergie-Star et Énergie-Guide. Donc, c'est des symboles que vous connaissez certainement. L'achat de papier 100% recyclé. Le papier sanitaire 100% recyclé. On recherche la provenance du produit. Donc, normalement, c'est inscrit, des fois de la fabrication jusqu'à la distribution sur l'emballage. L'achat de produits alimentaires locaux qui va parcourir moins de kilomètres pour arriver à notre assiette. Bannir l'utilisation des contenants de plastique à usage unique. Si on en parle, les reparle. Vous le savez. Et attention aux symboles de recyclage, comme j'ai dit précédemment, tout ce qui est polystyrène numéro 6 ne se recycle pas au Québec. Donc, tout ce qui est ustensiles en plastique, gobelets pour boissons chaudes et froides, les couvercles à café, ce qu'on prend souvent quand on va au service à l'auto, là, on a souvent très peu de matières qui sont recyclables à l'intérieur, et les plateaux isolants. Je dis ceci, mais de plus en plus, on retrouve des produits d'emballage qui sont dans les fast-foods, qui sont quand même compostables. Est-ce que le produit est compostable? Est-ce qu'on favorise l'achat d'un produit remis à neuf? Donc, tout ce qui est électronique et électroménager, il y a beaucoup de possibilités maintenant de racheter du remis à neuf. On fait également souvent des économies. Privilégier les produits qui sont sans composés organiques volatiles, donc qui vont émettre des fines particules dans l'air. Privilégier des produits sans métaux lourds, donc plomb, mercure, cadmium, c'est souvent peu mentionné, par exemple, sur les produits. On essaie de faire attention, c'est surtout pour la santé. Est-ce que le produit est certifié à faible émission de GES? Ou encore, est-ce que le produit peut être livré vers un système de livraison à faible ou à zéro émission de GES? Donc, on peut choisir des entreprises qui achètent des crédits carbone, par exemple. C'est un élément de marketing qui est très, très utilisé présentement. Donc, s'il y a des entreprises qui achètent des crédits carbone, vous allez le voir sur le site Internet de l'entreprise.
Il y a aussi des systèmes de livraison comme UPS qui proposent des options de livraison carboneutre. Donc, si vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, si vous achetez par l'entremise qui est un produit qui est livré par l'entremise d'UPS, vous avez une option pour compenser le carbone émis lors de votre livraison. On va parler un petit peu plus tard là, de tout ce qui est la compensation carbone. Il y a beaucoup de produits remis à neuf qui peuvent être achetés, comme on disait précédemment, et on favorise l'achat des entreprises qui sont certifiées éco-responsables ou autres certifications éco-responsables. Donc, les gens me disent souvent, oui, mais c'est quoi une certification éco-responsable? Donc, c'est une certification, donc un procédé ou un produit qui va passer par une séquence qui est analysée au niveau de son cycle de vie et dans la production du produit. Et il y a diverses éco-labels, comme on appelle, des logos de certification éco-responsable que vous connaissez certainement, comme FSC pour l'utilisation durable, la planification durable des forêts, Energy Star, Rainforest Alliance Certified pour la protection des espèces, le Green Guard, ou encore une certification québécoise qui s'appelle la certification éco-responsable que vous pouvez retrouver sur l'emballage des produits. Aussi, la Ville de Cowansville, depuis janvier 2021, donc depuis l'an dernier, offre une subvention pour l'achat de produits d'hygiène féminine durable. Donc, pour un montant jusqu'à 50 $ par an par citoyenne, et la subvention peut couvrir jusqu'à 50 % des frais d'achat. Pour être éligible, il faut être âgé de 12 ans et plus, être résident de Cowansville. L'achat doit être réalisé après le 1er janvier 2021 et le montant de l'aide financière là, ne doit pas dépasser le coût d'achat et le budget annuel là, du programme est de 5 000 $. La réclamation doit être effectuée après les 3 mois ou à l'intérieur, des 3 mois en suivant la preuve d'achat. Puis, les produits qui sont acceptés, c'est les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques lavables et les culottes menstruelles. Donc, pour déposer une demande d'aide financière, vous pouvez contacter l'organisme partenaire, le Centre Femmes des Cantons. Également, depuis un bon bout de temps déjà, un bon moment, la Ville de Cowansville, depuis 2010, offre une subvention pour l'achat des couches lavables. Donc, c'est un énorme déchet, une grande quantité de déchets là, lorsqu'on a un bébé à la maison. C'est beaucoup de couches. On n'en a peut-être pas conscience, mais bon, les gens qui ont des jeunes enfants, vous devez le savoir. La Ville de Cowansville, donc, finance une partie des coûts liés à l'achat des couches lavables. Donc, 50 % des coûts jusqu'à concurrence de 150 $ par enfant lors d'une naissance. Et pour une naissance multiple, c'est 75 % des coûts jusqu'à concurrence de 250 $ qui sont remboursés aux citoyens. Donc, présenter une facture d'achat à l'intérieur d'un maximum d'1 an suivant l'achat. Il faut évidemment présenter un acte de naissance ainsi qu'une preuve de résidence à la Ville de Cowansville et le formulaire à remplir est disponible sur le site de la Ville de Cowansville. Pour obtenir la subvention, vous devez en fait soumettre le formulaire à la Maison de la famille de Cowansville. Donc, l'achat local versus l'achat en ligne. Donc, oui, l'achat local, c'est un signe de solidarité, c'est très important, mais il faut faire attention à l'échelle du local. Donc, on encourage évidemment les produits faits au Québec, principalement si possible. Donc, en 2015, le transport de marchandises représentait 27 % des émissions globales de CO2 à l'échelle mondiale. Tout ce qui est transport, que ce soit à l'échelle provinciale, nationale ou bien régionale, c'est vraiment le plus grand émetteur, la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, favoriser, par exemple, le plus possible l'achat local en fonction de votre provenance. Donc, on favorise les achats qui sont dans la région de manière locale, puis régionale, ensuite à l'échelle de la province dans cet ordre d'idées. Donc, on favorise, par exemple, l'achat au marché public ou au marché de Noël de Cowansville, puis ensuite aux divers marchés de Bromissiquoi. Il y en a de plus en plus dans la région. Encourager les petites et moyennes entreprises du Québec selon la région où elles seront utilisées ou livrées.
Réduire l'achat en ligne permet aussi de réduire la consommation d'emballage. Donc, c'est prouvé. Les achats en ligne, la livraison demandent beaucoup plus de produits d'emballage que quand on l'achète au magasin. Même si les produits sont livrés, ils vont être emballés dans des plus grosses quantités. Donc, on a besoin de moins de produits d'emballage. Pour l'achat en ligne, si c'est l'option qui est choisie, des fois, on n'a pas le choix. Tout de même, on ne trouve pas dans la région. On privilégie les entreprises qui vont utiliser des emballages recyclés, recyclables et qui en réduisent l'utilisation. Bon, c'est très difficile à savoir d'avance. On ne peut pas savoir à quel niveau, pour un premier achat, notre produit va être emballé. Mais vous pouvez prendre une décision par la suite pour un deuxième achat. Donc, vous avez une idée de la quantité d'emballage qui a été utilisée lors de la réception de votre produit. Donc, voilà. Voici donc un répertoire de sources ou des idées ou des portails où vous pouvez retrouver des entreprises locales. Donc, le répertoire des entreprises de Brome-Missisquoi qui fait partie de la stratégie d'attraction de Brome-Missisquoi. Le portail J'achète Brome-Missisquoi. Le répertoire alimentaire de Brome-Missisquoi, Acheter québécois, le site signé local, le panier bleu, et vous pouvez consulter le guide d'approvisionnement local qui a été produit par la MRC de Brome-Missisquoi. Donc, il peut vous donner des idées supplémentaires sur l'achat local et l'achat également éco-responsable. Il y a beaucoup de pratiques à l'intérieur de ce guide. Et en dernier lieu, favoriser l'utilisation des dollars Coansville. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, les dollars Coansville, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des dollars qui ont été mis en circulation par la ville de Coansville et depuis 4, sinon 5, je crois, Patricia, il y a une dernière campagne qui vient toujours juste d'avoir lieu. L'initiative, donc, représente la vente sporadique de billets de 20 $ qui sont dépensés chez les commerçants participants de la ville de Coansville. Donc, juste pour la ville ici, avec les dollars Coansville, c'est plus de 58 entreprises qui acceptent les dollars Coansville. Donc, jusqu'à maintenant, là, j'imagine qu'il va y avoir d'autres chiffres bientôt sur l'achat des dollars. Ce sont 83 000 $ Coansville qui ont été dépensés dans la région. Donc, c'est pour favoriser l'achat local. La promotion pour l'achat des dollars de Coansville, lorsque vous achetez 100 $ de dollars, 100 $ de dollars, oui, on se répète. Les acheteurs obtiennent gratuitement 20 $ d'achat. Donc, vous pouvez bénéficier de cette promotion. Et c'est la ville de Coansville et la Caisse des Jardins Brome-Missisquoi qui ont investi un montant d'argent, donc un montant de 2 000 $ pour bonifier les certificats. Donc, vous pouvez consulter la liste des entreprises qui participent au dollar Coansville. Donc, ils vont prendre les dollars Coansville sur le site Internet de la ville, donc pour savoir où vous pouvez dépenser vos dollars. Il y a également une deuxième initiative dans la région, les dollars CCBM, donc les dollars de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi qui ont été mis en circulation il y a quelques années. Et c'est des dollars qui peuvent être utilisés là, au niveau de la région de Brome-Missisquoi, peuvent être achetés en ligne sur le site de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi. Jusqu'à maintenant, avez-vous des questions sur l'achat et les achats éco-responsables ou encore les pratiques, les subventions qui sont disponibles présentement à la ville pour les achats éco-responsables? Il n'y a rien de mentionné sur le chat, donc si jamais il y en a qui ont des questions là, de vive voix, allez-y. Donc, continuons avec la réduction à la source. Réduire ses émissions de GES. Donc, c'est un gros morceau de pratiques qu'on peut mettre en place. Il y a 5 principales sources d'émissions de GES qui sont liées aux ménages québécois. Donc, premièrement, et vraiment de manière importante, le transport terrestre, suivi par le transport aérien, la consommation énergétique à la maison, l'alimentation, donc la production des aliments et leur transport principalement, et la surconsommation de vêtements. Donc, au niveau du transport, l'utilisation massive de combustibles fossiles est la source principale d'émissions de GES chez le citoyen. Donc, plus ou moins 50 % de nos émissions individuelles totales proviennent de l'utilisation de notre voiture. Malheureusement, le Québec compte de plus en plus de véhicules en circulation et si nos véhicules, leur taille augmente. Donc, dans les années 90, on était
très bon. On avait réduit de manière importante le format des véhicules, mais maintenant, la mode est revenue aux VUS et aux pick-up, donc aux camionnettes et aux plus gros camions, malheureusement. Donc, spécifiquement pour Cowansville, selon l'inventaire le bilan carbone qui a été réalisé en 2009, c'est 89,5 % des émissions de la collectivité qui proviennent du transport. Donc, s'il y a un aspect où on peut vraiment apporter au niveau de la réduction des GES, c'est sur le transport. Pardonnez-moi. Donc, comment on peut réduire ces GES liés à l'utilisation de notre automobile? Donc, premièrement, favoriser le transport en commun. Vous allez me dire, oui, bien Geneviève, le transport en commun, on n'a pas d'autobus à Cowansville. Effectivement, mais on a 2 services de transport qui fonctionnent très bien. J'utilise personnellement le taxibus régulièrement et le service est très rapide. Donc, vous avez Taxibus Cowansville pour les déplacements à l'intérieur de la ville. Puis, pour le transport intermunicipal, donc dans la région, on a un transport qui fonctionne sur réservation. Donc, pour plus d'informations sur les 2 types de transports en commun qui sont présentement disponibles, vous pouvez consulter le site de la MRC de Brome-Missisquoi pour connaître la tarification, les territoires, donc les trajets et l'horaire du transport en commun. Favoriser le covoiturage, donc former un groupe de covoiturage en milieu de travail ou encore pour des activités récréatives en groupe. Pensez aux sites de covoiturage qui sont disponibles. Ça, on y pense un petit peu moins souvent, mais c'est de plus en plus populaire. Donc, il y a des sites comme covoiturage.ca, Amigo Express ou Poparide. Je ne sais jamais comment le dire. Ça doit être Poparide. Donc, c'est des sites où vous pouvez vous inscrire ou voir les offres de covoiturage. Vous pouvez également offrir un service de covoiturage moyennant certains frais. Donc, ça permet de pouvoir partager donc également les frais, les coûts liés à l'essence. Tous ces sites proposent des mesures donc, à respecter là, pendant la COVID, évidemment, pour les mesures sanitaires. Vous pouvez utiliser également le service d'autopartage de la ville de Cowansville. Donc, depuis tout récemment, depuis à peu près 1 an, la ville de Cowansville offre un service d'autopartage, donc la location de sa voiture 100% électrique, donc pour 1 ou plusieurs journées. Donc, très belle initiative de la ville, donc avec un coût de location qui peut varier entre 21 et 31 $ par jour selon la durée de la location du véhicule. Donc, il y a un protocole de désinfection également qui est applicable là, pour les mesures sanitaires. Pour effectuer une réservation, vous pouvez consulter le site de la ville de Cowansville. Ensuite, favoriser l'utilisation du vélo ou la marche pour les déplacements lorsque c'est possible, évidemment, ce qu'on appelle communément le transport actif. Donc, vous avez également, encore une fois, une subvention là, disponible de la ville de Cowansville depuis septembre 2021, donc pour bénéficier d'une aide financière concernant l'achat d'un vélo, qu'il soit neuf usagé ou électrique. Donc, la ville va vous rembourser jusqu'à 50 $ pour l'achat d'un véhicule neuf ou usagé et jusqu'à 100 $ pour un véhicule électrique. Il y a certaines conditions. Le véhicule, évidemment, pour favoriser l'achat local, doit être acheté chez un commerçant de la ville de Cowansville et la subvention doit être demandée à l'organisme partenaire Plein Rayon. L'utilisation de l'autobus pour les déplacements dans l'axe Montréal-Sherbrooke. Il y a Limocar qui offre un service dans la région. Préconiser finalement les rencontres par visioconférence pour tout ce qui est rencontres de travail là, lorsque c'est possible. Une autre mesure très facile à appliquer qu'on appelle l'éco-conduite. C'est peut-être un principe qui est un petit peu moins connu, mais qui permet grandement sur une longue durée de réduire les gaz à effet de serre qui sont produits par l'utilisation de la voiture. Donc, ce qu'on appelle l'éco-conduite ou la conduite économique ou la conduite éco-responsable, c'est de modifier quelque peu nos comportements pour orienter notre conduite vers une conduite qui est plus modérée et moins polluante. Donc, c'est une conduite plus souple et l'utilisation de votre voiture, l'utilisation de l'éco-conduite va permettre également d'accroître la longévité de votre voiture.
Donc, premièrement, le premier principe à respecter pour l'éco-conduite, c'est de planifier ses déplacements pour, évidemment, réduire la distance du trajet. Puis, quand c'est possible, d'éviter les heures de pointe, parce qu'évidemment, lors des heures de pointe, on fait beaucoup de marche au ralenti ou du moins une vitesse très réduite qui va émettre plus de gaz à effet de serre. Éviter les charges inutiles dans le véhicule. Respecter les limites de vitesse. Adopter une conduite qui est fluide et sans arrêt brusque, une mise d'accélération rapide. Utiliser le régulateur de vitesse, donc ce qu'on appelle communément le cruise control. Éviter l'utilisation du climatiseur en été et réduire l'utilisation du chauffage en période hivernale. Je dis bien limiter et réduire, non, ne pas les utiliser. Éviter la marche au ralenti. Donc, évidemment, lorsqu'on s'arrête, si c'est plus de quelques secondes, on arrête le moteur. On vérifie l'état de notre véhicule et on s'assure de son entretien. Ça peut paraître anodin, mais bon, c'est déjà bien fait pour notre véhicule et pour notre portefeuille. Mais ça réduit également la consommation d'essence parce qu'une voiture qui roule bien va éviter ou du moins limiter les gaz à effet de serre. Donc, vérifier l'état de vos freins, maintenir une bonne pression des pneus. Vérifier le balancement des pneus, l'alignement, changer le filtre à air régulièrement et effectuer la vidange d'huile à intervalles réguliers selon les recommandations de votre fabricant. Donc, au niveau du transport, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? C'est une mesure qui est complémentaire et non pour remplacer la réduction des gaz à effet de serre, c'est la consommation des émissions carbone en ligne. On me pose beaucoup de questions sur la compensation. C'est la raison pour laquelle je l'ai introduite donc, dans la formation de ce soir. Donc, qu'est-ce que la compensation des émissions en ligne? C'est des initiatives, il y en a de plus en plus, qui vont permettre de compenser vos émissions, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va aller donner un montant d'argent pour compenser le CO2 pour une activité, par exemple pour l'utilisation de ma voiture pour l'année ou pour un vol d'avion que nous aurons effectué. Donc, c'est une mesure qui est de compensation. Ce n'est pas parce qu'on va compenser que ça nous demande de ne pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, la raison pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a beaucoup d'options de compensation en ligne qui sont disponibles et c'est de plus en plus difficile de prendre une décision sur est-ce que la compensation pour laquelle je paie a réellement un impact sur l'environnement et la réduction des gaz à effet de serre. Donc, différentes questions à se poser, c'est est-ce que c'est une organisation qui est fiable? Donc, c'est difficile à savoir. Donc, un premier indice, c'est de vérifier si elle est certifiée. Et par certifié, il faut un petit peu s'assurer que c'est une vraie certification. Donc, pour ce faire, souvent, les certifications qui vont être les plus justes vont être des certifications qui sont validées par une tierce partie. C'est un organisme indépendant de l'entreprise qui va faire, ou de l'organisme qui va faire la vérification des activités. Ensuite, est-ce que les projets, il faut prendre une décision sur où est-ce qu'on veut compenser. Est-ce que c'est des projets qui seront réalisés au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde? Donc, on a vu dans le premier vidéo sur la biodiversité que peu importe à l'échelle mondiale, tous les écosystèmes sont interreliés, donc il n'y a pas nécessairement de frein à compenser ailleurs dans le monde. Donc, c'est où vous souhaitez avoir un impact réel. Je vous présente 3 options de compensation en ligne que chez Essor Environnement, nous appuyons dans le sens où nous croyons que c'est des certifications qui sont adéquates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a premièrement la bourse scolaire du carbone. C'est personnellement une des initiatives que je trouve les plus intéressantes. C'est un organisme qui va qui va en fait donner des crédits carbone éducatifs. Donc, on va demander à des élèves et à leurs familles ou encore à des entreprises de compenser pour vous, de réduire leurs émissions de CO2
pour la compensation que vous allez leur fournir. Donc, ce qui est génial dans cette initiative, c'est qu'on va beaucoup faire d'éducation relative à l'environnement et à l'adaptation au changement climatique très jeune chez les enfants et les ados. Donc, c'est super pour vraiment implanter là, la notion d'adaptation au changement climatique. C'est des très beaux projets intégrateurs dans les milieux. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil si la compensation vous intéresse. Ensuite, il y a la compensation CO2 Québec qui finance des projets de séquestration de carbone par le reboisement des surfaces qui sont situées au sud du Québec. Encore une fois, très intéressant parce que la plupart des plantations vont s'effectuer au nord et vraiment, ici, la compensation CO2 Québec va réaliser des projets à l'échelle un peu plus régionale ou locale et qui sont planifiés par une prescription sylvicole, donc ils vont être planifiés par des gens qui sont compétents en foresterie et un suivi après la plantation est réalisé. Très, très, très important parce que pour séquestrer du carbone, les arbres doivent croître, donc ne doivent pas mourir. Et c'est très difficile de mettre en place une plantation qui va vraiment avoir un bon taux de réussite. Donc, ce site de compensation-là, ce programme-ci, va vraiment s'assurer que les plantations sont adéquates. Finalement, troisième exemple que je vous suggère, donc Carbone Boréal, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est une initiative qui dure depuis plusieurs années maintenant, donc qui est chapeautée par la recherche universitaire, par plusieurs universités du Québec, et c'est la plantation d'arbres dans le nord du Québec en grande partie. On peut également obtenir un calculateur de gaz à effet de serre en ligne sur le site de Carbone Boréal. Maintenant, il y a deux types de projets qui sont faits par Carbone Boréal, donc des plantations qui sont réalisées dans la forêt boréale qui est dénudée, donc sur les terres publiques, mais il y a également une initiative qui est en terre privée sur des parcelles agricoles non cultivées. Donc, c'est souvent des parcelles agricoles qui ont été détruites, souvent des milieux humides ou des milieux qui sont plus difficiles à cultiver. Les producteurs agricoles sont sollicités pour reboiser, pour partager leurs terres non cultivables pour le reboisement. Donc, de très belles initiatives. Ensuite, on peut penser à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Bon, vous allez me dire, les véhicules électriques, oui, c'est plus dispendieux qu'un véhicule à essence. À l'achat ou au coût d'achat, sans prendre en considération les subventions. Donc, vous avez deux subventions qui peuvent se cumuler. Une au provincial, le programme Rouler vert, qui est offert par le gouvernement du Québec, qui peut aller jusqu'à 8 000 $. Donc, c'est un programme pour l'achat de véhicules neufs et vous devez, par contre, sélectionner et acheter un véhicule qui fait partie de la liste des véhicules participants ou éligibles au programme. Et ce premier programme de subvention peut être bonifié par le programme de subvention offert par Transport Canada, toujours pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride qui peut aller jusqu'à 5 000 $. Donc, vous pouvez consulter les sites de Rouler vert et de Transport Canada pour obtenir plus d'informations. Donc, c'est 13 000 $ que vous pouvez aller chercher pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Il faut penser aussi que sur plusieurs années d'utilisation de véhicules électriques, c'est la consommation d'essence, évidemment, qui va devenir rentable parce qu'on ne consomme plus d'essence. Et pour le véhicule électrique également, beaucoup moins de frais d'entretien qu'un véhicule à essence sans plomb ou diesel. Donc, voici pour votre information, si vous avez ou projetez d'acheter un véhicule électrique, la localisation là, des bornes électriques qui sont disponibles sur le territoire de la ville de Cowansville. Donc, on en a de plus en plus. Et si vous voulez aller consulter la localisation précise, vous pouvez aller consulter le site Charge Hub sur Internet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la réduction des GES liées au transport? Il n'y en a toujours pas dans le chat, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre parole pour une question. C'est parfait. Oui? Ah, oui, je crois que Mme Barbara Jack a une question pour nous. Yeah. Vous n'avez pas parlé de le travail à la maison, les travailleurs à la maison qui
est-ce qu'il y a des recherches qui étaient faites par ça, si on a encouragé le monde à retourner dans les bureaux ou rester à la maison? C'est quoi la meilleure chose? Il n'y a pas de chiffres, du moins, moi, je n'ai pas perçu. Je peux effectuer des recherches, voir s'il y a des premières études qui commencent. C'est sûr qu'on est très tôt. Après, on est toujours dans la pandémie. Je peux regarder s'il y a des études sur le télétravail qui sont déjà disponibles là, pour voir s'il y a des effets au niveau des changements climatiques liés au travail. Au début de la pandémie, on avait l'actualité parlait beaucoup au départ là, justement de la réduction des gaz à effet de serre liée à la diminution du transport aérien, donc moins de vols. On voyait les émissions liées au transport aérien diminuer, mais je n'ai pas vu passer pour l'instant d'études vraiment donnant des chiffres très précis là, sur la diminution des GES liés au télétravail. Mais je pourrais effectuer des recherches, voir si effectivement, même s'il est un peu tôt depuis la pandémie, s'il y a des données à l'échelle québécoise là, ou à l'échelle internationale sur le télétravail. Merci. J'ai une autre question, si vous permettez. Oui. On avait plusieurs places à Cowansville qui est en train de couper les arbres pour construire des maisons. Puis, est-ce qu'on coupe peut-être 40 arbres pour construire une maison, mais on plante juste 2 pour remplacer les 40? Est-ce qu'il y a une problématique avec ça? Je ne sais pas si, Patricia, tu as une réponse. Évidemment, moi, je ne peux pas parler au nom de la ville de Cowansville. Je ne sais pas si, Patricia, tu as une réponse sur ceci. Sinon, on peut contacter le service d'urbanisme et d'environnement qui pourra vous répondre. Je ne sais pas s'il y a des mesures de compensation, certainement, mais il faudrait valider l'information avec le service d'urbanisme et d'environnement. Oui, j'ai noté la question. En fait, Madame Jack, on va vous revenir. Là, on a votre courriel avec votre inscription à la formation. Donc, je vais aller aux sources avec l'urbanisme puis vous revenir avec la réponse. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions jusqu'à maintenant? Donc, on va passer à la prochaine partie de la présentation. Donc, les mesures d'économie énergétique à la maison. Donc, premier aspect, donc le chauffage au bois. On n'y pense pas toujours, mais c'est un mode de chauffage qui représente une source importante de contaminants dans l'atmosphère qui contribue au GES et à la formation de smog. Donc, au Québec, on a un règlement qui est entré en vigueur en 2009, donc depuis un bon moment déjà. Le règlement sur les appareils de chauffage au bois, qui vise à interdire la fabrication, la vente et la distribution d'appareils de chauffage intérieur qui n'est pas conforme aux normes environnementales de l'Association canadienne de normalisation. Et là, je vous rassure tout de suite, là, tous les foyers, que ce soit des poêles au bois ou des foyers qui sont vendus à ce jour chez les marchands, respectent la certification. Toutefois, si vous avez un poêle, une fournaise, un foyer qui date un petit peu, l'important, c'est de vérifier s'ils sont certifiés ou non. Donc, les appareils certifiés ont été mis en marché à partir de 1988 au Québec. Donc, on voit ici, je vous ai mis un petit tableau pour juste voir la différence là, des appareils certifiés de 88 à ce jour jusqu'à l'utilisation de poêles au granule versus les appareils qui étaient non certifiés avant 88. Donc, on a un taux d'émission pour les appareils non certifiés de 60 à 100 grammes par heure. Donc dans l'air et pour le poêle à granules qui va de 1 à 2,5. Donc, très important à vérifier. Donc, la fumée qui est dégagée par les combustibles est présente à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison. Donc, le chauffage au bois est une des premières sources de diffusion de particules fines dans l'air. Donc, des mesures à mettre en place pour votre santé et pour réduire les émissions. Donc, brûler du bois qui est propre et sec. Jamais de matière plastique toxique, d'ordures ménagères. Ventiler suffisamment pour garder le feu vif au lieu de laisser les bûches, le feu fumer.
Nettoyer, entretenir le poêle et faire inspecter régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal. Remplacer son poêle à bois, évidemment, lorsque c'est possible, par un modèle certifié qui va produire moins d'émissions. Donc, outre le chauffage au bois, des petits gestes simples et pratiques à mettre en place. Donc, pensez à l'utilisation de thermostats électroniques, donc qui vont réduire la consommation d'énergie et les coûts de chauffage. Utiliser des barres de tension pour les appareils électroniques. Donc, même si on n'utilise pas des appareils électroniques, il y a des charges fantômes. L'appareil va utiliser une certaine quantité d'électricité malgré le fait qu'il n'est pas utilisé. Régler le mode veille des appareils électriques pendant le jour et éteindre les appareils après leur utilisation. Et installer un éclairage d'aile, on le sait, on en entend parler très souvent, ou homologuer Energy Star à l'intérieur comme à l'extérieur. Optimiser l'éclairage, donc mettre en place des détecteurs de mouvement, de la minuterie sur l'éclairage. Fermez les lumières lorsque vous sortez d'une pièce. Laver les vêtements d'eau froide et les faire sécher sur une corde ou un rack à linge. On n'y pense pas, mais l'utilisation de la sécheuse, évidemment, en été, chauffe la maison, mais augmente l'humidité donc de la maison l'hiver. Donc, parfois, c'est très sec. Donc, de faire sécher ses vêtements à l'air libre va augmenter le taux d'humidité dans votre maison. Installer une pomme de douche à débit réduit pour diminuer la quantité d'eau chaude qui est utilisée. Réduire l'utilisation de la climatisation en période estivale. Évidemment, on fait attention en période de canicule. La santé prime d'abord et avant tout. Assurez-vous que votre bâtiment est bien isolé, qu'il n'y a pas d'infiltration d'air. C'est énormément de pertes par les portes et fenêtres qui ne sont pas bien scellées ou encore les plaintes, les prises électriques et les murs, qui est grosse perte d'énergie au niveau du bâtiment. Changer les balais de fenêtres coulissantes et les coupes-froids lorsqu'ils sont endommagés. Remplacer vos vieux électroménagers par des appareils homologués Energy Star, donc qui vont consommer moins d'énergie, moins d'électricité. Baisser la température lorsqu'on est absent. Adapter le chauffage en fonction de nos besoins, donc diminuer le chauffage, la température la nuit. Favoriser la plantation de végétaux à l'extérieur qui va permettre de réduire la chaleur du bâtiment pendant l'été et réduire l'humidité. Donc, c'est une mesure qu'on ne pense pas, mais c'est important d'avoir des plates-bandes qui vont réduire la chaleur de votre maison. Donc, on parle vraiment de l'enveloppe du bâtiment extérieur. Ensuite, au niveau des courriels et des outils informatiques, donc un autre aspect, donc on oublie souvent que chaque recherche Internet que l'on fait, chaque document qu'on télécharge, chaque courriel qui est envoyé, ouvert, implique une consommation d'électricité. Qui dit consommation d'électricité dit en bout de ligne des GES, donc des gaz à effet de serre. Le secteur des technologies de l'information représentait en 2018, pour vous donner quelques chiffres, 8 de la consommation énergétique et 14 de l'empreinte carbone mondiale en 2020. Donc, c'est quand même très important. On n'y pense pas, mais un clic a quand même une incidence sur l'environnement. Un meg envoyé correspondrait à 15 grammes de CO2 émis. Donc, la consommation d'énergie provient de différentes sources. Donc, évidemment, les réseaux de communication, donc les réseaux internes, les opérateurs de télécommunications, les centres de données, on le sait, on en entend parler, les serveurs, le stockage, les refroidisseurs. Mais il faut aussi penser que la production de nos appareils informatiques sont impliqués, donc évidemment, dans les GES, donc les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents, les écrans et leur fin de vie, donc très important. Donc, il faut penser que le CO2, ce n'est pas la seule source de consommation et de pollution. La quantité de métaux et de plastique et d'eau qui est nécessaire pour la production de nos outils informatiques est très importante. Et les serveurs ont également une part importante d'émissions de GES. Donc, des pratiques à mettre en œuvre pour réduire l'empreinte liée à l'utilisation de l'informatique et d'Internet. Donc, réduire au maximum les courriels qui sont inutiles, la mise en copie des destinataires qui ne sont pas indispensables à notre envoi, optimiser la taille des documents qu'on envoie pour réduire le poids du message, utiliser un logiciel qui est un anti-spam ou encore se désabonner des infolettres et des tonnes de publicités qu'on reçoit qui ne nous intéressent jamais, donc à chaque semaine. Vider régulièrement notre corbeille, donc on n'y pense pas, là, mais tous les courriels qui sont stockés dans notre boîte de courriel, c'est des données qui doivent rester stockées et qui vont donc, en bout de ligne, consommer de l'énergie.
Donc, on vide notre corbeille régulièrement. On privilégie l'utilisation des moteurs de recherche qui ont un impact positif. Donc, il y a 3 principaux moteurs de recherche qu'on peut utiliser. Lilo, premièrement, qui est un moteur de recherche qui va financer des projets sociaux et environnementaux. Ecosia, qui va littéralement vous donner une indication sur au nombre de clics, combien d'arbres peuvent être plantés par rapport à votre utilisation là, du moteur de recherche. Et Ecosia peut être ajouté directement, c'est une extension qui peut être ajoutée à Google. Donc, très facile d'utilisation. Et Ecogine, qui va racheter des crédits là, de CO2 qui seront consommés par les utilisateurs. Avez-vous des questions sur les mesures énergétiques de réduction donc à la maison? Il n'y a rien dans le chat non plus. Donc, je ne sais pas si quelqu'un avait une question de vive voix. Parfait. J'espère en fait que vous ne vous endormez pas présentement, que je n'ai pas trop d'informations pour vous, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, maintenant, un autre aspect très important où on peut avoir un impact positif pour la réduction des GES, c'est les GES qui sont liés à l'alimentation. Donc, là aussi, on n'est pas des champions, vous allez voir. Donc, la production des aliments et leur transport représentent les plus grandes sources d'émissions de GES liées à l'alimentation au Québec. Comme on l'a mentionné précédemment, l'empreinte carbone d'un aliment est calculé en considérant la totalité de son cycle de vie. On revient toujours au cycle de vie d'un produit ou d'un service. Dans le cas de l'alimentation, le cycle de vie se représente par sa production à la ferme, sa transformation à l'usine, son transport vers l'épicerie, sa consommation, donc notre utilisation à la maison, puis son élimination. Parce que oui, on a de l'élimination liée à l'alimentation. Donc, les produits animaux sont des produits alimentaires qui engendrent le plus de GES. Donc, on en entend parler de plus en plus dans les dernières années, particulièrement les viandes rouges et les produits laitiers induisent le plus de consommation de GES. Pourquoi? Bien, le principe est assez simple. C'est des animaux qui vont manger beaucoup au cours de leur vie pour qu'ensuite on les mange. Donc, il faut produire des ressources végétales pour les nourrir, pour ensuite nous nourrir. Donc, nous consommons de l'énergie et nous émettons une grande part de GES qui pourrait tout simplement être évitée si on mangeait directement des protéines végétales. Donc, il y a plus de 3 milliards d'hectares de superficie cultivable sur la surface de la Terre qui pourraient servir à d'autres fins si on remplaçait les produits animaux par des protéines végétales pour nous nourrir. Il y a aussi le fait que la digestion des ruminants cause également des émissions importantes de GES. Ça a été un sujet d'actualité il y a quelques années, plus particulièrement, donc la production du méthane par rapport à certains ruminants. Donc, parce qu'une image vaut 1000 mots, un bœuf, ou du moins 50 grammes de produits provenant d'un bœuf va émettre, ou du moins consommer l'équivalent de 8,5 à 25 kg. On parle d'équivalence de CO2 parce que ce n'est pas que le CO2 qui est en cause, c'est différents gaz à effet de serre. Versus la consommation de noix qui est à 0,2 kg d'équivalent en CO2. Donc, on a vraiment un impact qui est très, très, très différent en fonction du type d'aliment qu'on va consommer. Donc, évidemment, on ne vous demande pas du jour au lendemain de devenir vegan ou bien végétarien. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de réduire sa consommation de viande. Donc, principalement la viande rouge et augmenter la consommation de protéines végétales. Deuxième aspect, réduire le gaspillage alimentaire. Donc, malheureusement, au Québec, le tiers des aliments qui sont produits sont jetés soit à la production, soit au transport ou directement à la maison. Donc, le tiers de ce qu'on produit comme aliment, on le jette automatiquement. Donc, la moitié de ce gaspillage-là, donc la moitié du tiers, le 6e, de ce gaspillage est fait à la maison. Donc, évidemment, on a tous vraiment un pouvoir pour réduire de manière assez simple l'impact sur l'environnement. Donc, planifier le menu de la semaine avant d'aller faire l'épicerie, ça peut être un super bon truc. Vérifier ce qu'il y a déjà dans le frigo avant de partir.
pour éviter de gaspiller. Faire la liste d'épicerie des articles manquants. Attention aux spéciaux. Mon conjoint est le meilleur dans ceci. Donc, 3 barquettes de champignons pour 2 personnes pour une semaine, c'est pas nécessaire, c'est beaucoup trop. On risque de gaspiller. Donc, il est tentant d'acheter plus que ce qu'on a besoin. Donc, oui, c'est en spécial. Oui, ça revient moins cher de l'unité. Mais si on est pour le jeter, on n'est pas gagnant de manière économique non plus. Donc, congeler les restes avant de les gaspiller. On note ce qu'il y a dans le congélateur pour ne pas oublier donc, ce qu'on a déjà à la maison. Cuisiner les aliments les plus périssables en premier lieu. Bon, ça demande peut-être un petit ajustement de prévision des repas, mais pour ne pas perdre des aliments. Attention aux dates de péremption. Donc, évidemment, mais ce n'est pas parce qu'il y a une date de péremption sur un contenant que l'aliment est nécessairement périmé. Donc, cuisiner les fruits et légumes moins beaux en premier lieu. Et on peut, par exemple, récupérer le pain sec pour en faire des croûtons. Oups, je pense que j'ai manqué, oui, pardon, j'ai manqué une acétate, un diapositive, pardon. Donc, vous avez également différents outils pour les GES liés à l'alimentation. Il y a un guide sur la congélation des aliments que j'ai consulté qui est très intéressant, donc de l'entreprise ou de l'organisme Naître et Grandir. Donc, il peut vous donner des trucs sur la congélation des aliments pour les garder plus frais et mieux les congeler. D'autres actions là, pour réduire les GES liés à l'alimentation, donc produire son propre potager l'été. Privilégier les produits qui proviennent de la pêche durable, donc c'est toujours identifié sur les emballages. Opter pour des produits biologiques, donc sans pesticides. Donc oui, c'est mieux pour la santé. C'est quand même négligeable pour certains aliments, mais la réduction d'utilisation des pesticides va être vraiment, l'impact va être vraiment au niveau de la biodiversité, donc les espèces, par exemple, comme les abeilles et les insectes. Utiliser des emballages alimentaires réutilisables pour faire les courses et on conserve et pour conserver les aliments. Réduire la consommation de produits alimentaires transformés parce qu'évidemment, plus on va transformer un aliment, plus il va demander de l'énergie, donc plus on consomme des GES. Et acheter des aliments produits localement, je sais, ça fait plusieurs fois que je le mentionne. Donc, si vous avez des fruits et des légumes en trop pour toutes les saisons sauf l'hiver, vous pouvez les déposer ou aller les chercher au frigo vert de Coansville qui est situé sur le balcon du presbytère Notre-Dame de la Paix, qui est situé au 200 rue Sainte-Thérèse. Donc, le frigo vert est une initiative qui est en place depuis quelques années, il me semble bien, pour la ville. Donc, superbe initiative. Et évidemment, pensez qu'il est fermé l'hiver à cause de la température. Donc, un autre aspect, le dernier aspect là, de la consommation au niveau individuel ou du moins citoyenne, c'est le gaspillage vestimentaire. Donc, le secteur de la mode en particulier, le fast fashion, communément appelé le fast fashion, représente une des industries les plus polluantes et a un impact les plus importants sur les changements climatiques. Donc, c'est très difficile là, parce que ça fait partie d'un mouvement là, sociétal depuis plusieurs années, là, la surconsommation de vêtements. Donc, et on n'y pense pas nécessairement directement, mais les conséquences sur l'environnement, sans parler des conséquences sociales de la production vestimentaire et de son élimination, est très importante. Donc, pour vous donner quelques chiffres, la fabrication des textiles, des tissus demande une utilisation excessive d'eau et représente une source importante de pollution où 60% de plus de vêtements sont produits qu'il y a 15 ans. Donc, c'est faramineux comme chiffre et sans parler des GES qui sont émis lors du transport. Donc, c'est 60% plus d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émises pour livrer ces vêtements qui sont produits. 80% des vêtements achetés vont finir au site d'enfouissement. Donc, très important de mettre en place des mesures pour réduire l'enfouissement et la consommation de vêtements. Donc, promouvoir des vêtements qui sont confectionnés au Québec et qui proviennent de textiles durables, oui, c'est vraiment plus cher que de magasiner dans des grandes surfaces qui sont internationales, mais vos vêtements vont durer certainement plus longtemps.
et vous allez encourager des entreprises de la région. Donc, évidemment, on y va avec notre budget. Hein. Il faut, donc, parfois, c'est 1 ou 2 morceaux de vêtements à la fois. Mais tout de même, on pose un geste éco-responsable. Éviter l'achat de textiles synthétiques et du pétrole. Donc, malheureusement, le polyester représente 31 de la pollution plastique des océans. On n'y pense pas, là, on parle beaucoup de bouteilles d'eau dans les océans, mais beaucoup de vêtements. Juste pas fini. Est-ce que quelqu'un a une question? Parfait. Donc, encore une fois, on parle de la même idée, acheter moins, mais acheter mieux. Donc, on achète des vêtements qui sont faits de textiles recyclés ou réutilisés lorsque possible. Acheter des vêtements usagés, donc par l'entremise de différents moyens. Je vais en parler un petit peu plus tard. Opter pour des matières biodégradables. Acheter des vêtements plus sobres qui vont s'agencer plus facilement, qui vont moins se démoder avec le temps. Opter pour des vêtements qui sont fabriqués dans des pays reconnus pour leurs normes environnementales. Pardonnez-moi. Choisir des vêtements qui sont ajustables et transformables, c'est de plus en plus fréquent, mais surtout pour les enfants. Donc, ils vont permettre de grandir avec l'enfant. Pensez à la location de vêtements. Donc, oui, il y a des boutiques de location de vêtements, que ce soit pour des événements, des vêtements de soirée, mais aussi pour des vêtements de tous les jours. Afin de réduire les coûts énergétiques et d'assurer la longévité de vos vêtements, on les porte plusieurs fois avant de les laver, évidemment, s'ils ne sont pas sales. On prend soin de nos vêtements, donc on les lave à l'eau froide, on lave les articles délicats à la main, on les fait sécher à l'air libre. Et lorsque les vêtements ne sont pas sales, mais qu'ils ont malheureusement été en contact avec de la fumée ou de la nourriture, les faire ventiler à l'extérieur pour les aérer va permettre d'enlever les odeurs. On repasse les vêtements seulement lorsque nécessaire. On évite également de faire nettoyer les vêtements secs parce que c'est une utilisation de produits chimiques importante. On entrepose des vêtements dans un endroit sec et à l'abri du soleil. Donnez-moi juste un instant. Pardonnez-moi. Donc, je parle beaucoup. Donc, Equita présente un guide très intéressant, donc, le guide du vêtement responsable que vous pouvez télécharger sur leur site Internet. Il date un peu, mais il est vraiment toujours d'actualité. Attention au greenwashing. Donc, qu'est-ce que le greenwashing, le blanchiment? C'est un outil de marketing qui n'est pas utilisé seulement dans l'industrie du vêtement, mais très, très utilisé par l'achat de vêtements par les entreprises, surtout les grandes entreprises. Donc, c'est un produit ou un outil de marketing qui est utilisé pour faire valoir donc au public un produit qui est dit écologique ou éco-responsable, mais qui, au fond, ne l'est pas. Donc, les entreprises, parfois, tentent de nous faire oublier leur impact sur l'environnement avec, par exemple, une gamme, une collection qui va être dit éco-responsable, mais qui va représenter, par exemple, 3% de leur production totale. Donc, on induit aux clients, on induit aux consommateurs qu'on est éco-responsable, qu'on met en place des pratiques de développement durable, mais au fond, on ne réduit pas réellement ou significativement nos impacts sur l'environnement. Donc, parfois, ils vont utiliser des images, des logos, une marque, des couleurs qui vont faire penser à des pratiques écologiques ou éco-responsables, donc qui sont vertes, mais qui ne sont pas au fond. Donc, je ne donnerai pas d'exemple, mais vous avez certainement en tête de très grandes entreprises qui offrent ce genre de greenwashing, malheureusement, au public. Donc, si vous désirez trouver des entreprises éco-responsables où vous pouvez faire vos achats, vous pouvez aller consulter la page verte.ca qui vous donne une liste d'entreprises éco-responsables vérifiées. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Toujours pas d'autres questions sur le chat de notre côté. Et donc, continuons. Maintenant, le réemploi. Donc, l'utilisation des produits de seconde main et la réparation des biens sont ensuite à préconiser pour réduire la quantité de déchets du même coup, réaliser des économies.
Donc, des pratiques à évaluer, échanger ou acheter des biens de seconde main par l'entremise de sites tels que Marketplace, Kijiji. Donc, c'est des pratiques qu'on connaît tous. Réparer les biens avant d'en disposer, de faire l'achat de biens de remplacement. Proposer vos biens usagés à des organismes de donation comme les filles d'Isabelle. Magasiner dans les friperies. Nous avons plusieurs friperies à Coansville, donc important à aller visiter. On peut penser à l'échange de vêtements, une pratique que j'ai personnellement essayée dernièrement et qui est très intéressante. Donc, on peut proposer nos vêtements usagés qu'on n'utilise plus et qui sont en très bonne condition. On peut les échanger contre des crédits, parfois même contre de l'argent, mais contre des crédits pour acheter d'autres vêtements. Vous avez le club garde-robe, l'Empire de l'échange, le Swap Club. Donc, c'est des pratiques qui sont des organismes qui sont de plus en plus, ou parfois des entreprises, populeuses là, sur Internet où on peut réellement échanger nos vêtements. Encore plus facile si vous avez des amis qui, ont les mêmes goûts vestimentaires que vous. Créer un groupe d'échange de vêtements. Donc, entre amis, dans la famille, réparer vos vêtements pour les transformer pour d'autres utilités. Donc, on fait des foulards, des gainés, des bandeaux. On les garde pour faire des travaux salissants. Ou on organise encore une vente de garage. Les matériaux de construction sont également des matériaux qu'on peut utiliser ou qu'on peut réemployer. Donc, on peut évaluer la possibilité de réutiliser des matériaux dans une autre pièce, évaluer la possibilité d'utiliser des matériaux de seconde main ou neufs. Parfois, des gens on achète des matériaux qu'on n'utilise pas finalement, donc qui sont mis en place et qui sont mis en vente par des particuliers, soit sur Marketplace ou Kijiji, encore une fois. Et voici donc une liste de matériaux qui se prêtent bien au réemploi pour la maison. Donc, tout ce qui est carrelage, les matériaux de ventilation, la plomberie, le chauffage, les tuiles, les briques, les pierres, les boiseries, les portes et fenêtres. Donc, évidemment, faire attention à l'état des matériaux, surtout pour les portes et fenêtres, et également faire attention au niveau de tout ce qui est électricité, par contre, parce que les normes du bâtiment sont mises à jour régulièrement. Donc, vraiment, s'assurer que tout est conforme. Mais vous pouvez consulter la fiche informative sur le réemploi de Recyc Québec, donc en ligne pour vous donner des idées. Des questions? Je suppose que non, donc on continue avec le recyclage. Donc, la gestion des matières résiduelles, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, une fois qu'on a réduit notre consommation, qu'on a réemployé, qu'on a tout fait de manière optimale pour réduire nos déchets, il reste tout de même des biens qui vont être trop abîmés et inutilisables, dont on va devoir disposer. Donc, je vous donne quelques petites données sur nos 3 bacs ici à Coansville. Donc, le compost... Et pour 2018, on n'avait pas de données, mais en 2020, on est à 1167 tonnes de compost qui est valorisé là, chaque année. Le recyclage, on se maintient pas mal autour des mêmes chiffres là, depuis de 2018 à 2020. Donc, on recycle pas plus, pas moins. Et puis, au niveau des déchets, on a diminué d'environ 1000 quelques tonnes. Donc, on voit que malheureusement, en fait, c'est très bien, on utilise le compost, mais on voit qu'on n'a pas vraiment réduit nos déchets. On ne fait pas vraiment d'économie au niveau de la consommation. On utilise et on utilise bien le compost, mais on ne réduit pas vraiment notre consommation là, de biens. Donc, voici ce que les chiffres nous disent. Un petit rappel sur le bac à recyclage. Donc, tout ce qui est verre, plastique, sans les numéros 6, comme mentionné précédemment, les papiers, cartons qui ne sont pas souillés peuvent aller au bac à recyclage. Le métal, donc tout contenant d'aluminium, papier d'aluminium, les boîtes de conserve, les bouchons, les couverts, tout ça, ça peut aller au bac à recyclage. Toutefois, il y a 2 aspects importants. Il faut retenir que tout ce qui est contenant consigné, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, doit être priorisé par la consigne. Donc, premièrement, vous allez récupérer vos sous de la consigne. Et deuxièmement, on est assuré qu'il va y avoir un marché, que le produit va être réutilisé par la suite. Tandis que pour le recyclage,
tant et si longtemps que la matière n'est pas produite, on ne sait pas nécessairement si on va avoir un marché, un acheteur pour ce qu'on va mettre au bac à recyclage. Donc, la consigne à prioriser en premier lieu. Deuxième chose, ici à Cowansville, nous avons une très belle initiative concernant le verre. Donc, je vous suggère et je vous incite fortement à utiliser les conteneurs à verre. Un est situé dans le stationnement du Super C et l'autre à l'école secondaire de Massé-Vanier dans le stationnement. Donc, pourquoi prioriser les conteneurs à verre? C'est que c'est l'entreprise 2M Ressources qui va reprendre le verre et l'utiliser pour créer soit des bouteilles, des contenants, des produits d'isolation. Il va servir d'agrégat dans la fabrication de béton, de matériel de filtration et d'abrasif. Donc, on sait qu'on a déjà un marché, un acheteur pour le verre qui est déposé dans les conteneurs à verre. La valorisation maintenant, le compost. Donc, compost, deux aspects importants du compost. Il y a le compost domestique qu'on peut faire à la maison et la collecte municipale. Ce n'est pas parce qu'on a la collecte municipale qu'on ne peut pas penser au compostage domestique. Ce sont deux initiatives qui pourraient très bien et devraient très bien, lorsque c'est possible, être utilisées en collaboration, donc simultanément. Le compost domestique, donc, par contre, a certains enjeux. Donc, on ne peut pas y déposer de la viande ou des os, des poissons, des produits gras, des cartons souillés et des herbacées en graines. La raison est simple, c'est que la quantité de compost qui va être contenue dans votre conteneur ne sera pas suffisante pour élever des températures nécessaires pour pouvoir bien décomposer ces aliments. Donc, ça prend une chaleur qui est plus importante pour arriver à une décomposition adéquate pour composter les aliments. Pardon. Donc, la collecte municipale peut prendre tous ces aliments, tous ces éléments et aliments. Mais toutefois, la collecte municipale n'est pas sans impact. Donc, évidemment, la collecte va générer des émissions de CO2, malgré le fait que la Ville de Cowansville compense pour les CO2 émis et fait de la plantation locale. Donc, Essor Environnement a participé à la réalisation du bilan carbone il y a quelques années pour le compost de Bromissiquois. Il reste toujours que l'utilisation, l'achat de véhicules, l'entretien, tout ça va quand même émettre des GES et donc n'est pas nécessairement sans effet. Saviez-vous qu'entre 40 et 50 de nos déchets personnels sont composés de matière organique? Donc, en théorie, 40 à 50 de nos déchets devraient se retrouver dans le bac à compost. Petit rappel de ce qui va dans le bac de compost municipal, donc tout résidu de table ou nourriture pour animaux cuits. Donc, est-ce que ça se mange par un être vivant? Si oui, ça peut aller dans le bac brun. Tout papier carton qui est souillé par des aliments non cirés, non glacés, non laminés et sans agrafe peut aller dans le bac. Attention aux résidus de jardin. Les petites branches de moins de 4 cm et d'une longueur de moins de 60 cm peuvent aller dans le bac brun, mais on fait très attention lorsqu'on y met des plantes parce que pour ceux qui sont familiers, il y a des plantes exotiques envahissantes qui ne viennent pas du Québec, qui ne sont pas indigènes à la région, qui sont très problématiques au niveau de l'environnement. Donc, je ne m'épancherai pas sur le sujet ce soir parce que ce n'est pas l'objectif de la rencontre, mais si vous avez un doute sur une plante qui pourrait être une plante exotique envahissante, ne pas la mettre au compost. Donc, d'autres matières compostables sont acceptées, cheveux, poils, plumes, bâtons de friandises, tout ce qui est en bois non traité, bouchons de liège, cendres froides, litière pour animaux, en vrac ou en sac de papier, fumier de poule ou de cheval, brandy. Donc, voilà. Tout ce qui est matière recyclable doit prioritairement, comme papier et carton, si ce n'est pas souillé, doit aller dans le bac bleu en priorité. Donc, attention, une autre chose, on nous demande souvent pourquoi les sacs de plastique qui sont dits biodégradables et compostables ne peuvent pas aller dans le compost. C'est qu'il y a différentes manières, différents procédés pour faire du compost. Et pour la ville de Cowansville, donc c'est un compost par andin retourné. Donc, c'est des andins qui sont réalisés, qui vont créer une chaleur importante, mais pas suffisante pour dégrader assez rapidement les sacs qui sont compostables. Donc, s'il vous plaît, ne pas mettre de sacs compostable dans votre bac brun.
Donc, petit rappel, la collecte des matières résiduelles aux 3 bacs engendre des émissions de GES. Donc, malgré le fait que la Ville compense pour les émissions liées à la collecte du bac brun, on peut quand même faire notre part pour réduire les émissions des collectes. Donc, chaque arrêt du camion, même s'il s'agit de quelques secondes, on n'y pense pas, mais à l'échelle de toutes les portes de la Ville, ça crée beaucoup plus de GES. Donc, il est important de mettre nos bacs au chemin seulement lorsqu'ils sont pleins ou le plus plein possible. Donc, vous allez me dire, mais Geneviève, les odeurs. Donc, oui. Le bac à recyclage et le bac à déchets de poubelle ne devraient pas générer d'odeur. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait plus mettre aucune matière organique à l'intérieur. Donc, théoriquement, il ne devrait pas avoir d'odeur. Pour ce qui est du bac brun, donc pour vous aider avec la gestion des odeurs, donc on peut ajouter des matières sèches, donc des feuilles, des plantes mortes, du marc de café qui vont permettre de réduire les odeurs et on alterne les couches humides et les couches sèches dans le bac quand c'est possible. On entrepose le bac à l'ombre. Un bac de compost au gros soleil, c'est garanti qu'on augmente la chaleur, donc on commence le processus de dégradation des produits, des matières organiques, donc inévitablement, les odeurs vont commencer. On lave régulièrement le bac pour éviter les vers et les mouches. On dispose de la viande, les poissons et les fruits de mer, si c'est possible et vous avez de la place, au congélateur avant de les mettre au bac brun. Donc, on les dépose juste la veille si c'est possible. Et on peut aussi ajouter du vinaigre et du bicarbonate de soude dans le bac pour éviter le développement des vers. Donc, très important si vous avez une problématique. Je fais un petit rappel sur l'éco-centre également. L'éco-centre est maintenant ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à midi et de 13h à 16h30, ainsi que tous les samedis. Donc, avant, c'était un samedi par mois. Maintenant, c'est à tous les samedis. Et l'accès est maintenant gratuit depuis un bon moment là, pour les résidents de Brome-Missisquoi quand vous présentez une preuve de résidence. Les matières qui sont acceptées, c'est les matières recyclables qui sont trop grosses ou que vous n'avez pas pu mettre dans votre bac bleu. Les appareils électroniques, les agrégats, les résidus domestiques dangereux, le bois, le métal, les résidus de construction et les vieux meubles, sauf le bardeau d'asphalte qui n'est pas pris à l'éco-centre. Les sacs de feuilles mortes au printemps et à l'automne, il faut qu'ils soient entreposés, donc disposés dans des sacs de papier. Les pneus usés ne peuvent pas être envoyés à l'éco-centre, mais il y a différentes entreprises de la région qui les reprennent. Donc, je vous invite à consulter le site de la Ville de Cowansville avec l'onglet « Collecte des matières résiduelles » pour de plus amples détails là, sur vraiment les endroits où vous pouvez disposer de vos matières résiduelles. Vous avez également d'autres services comme Recycle Fluo, Éco-peinture, Recycle Frigo, la Société de gestion des huiles usagées, Recycler mes électroniques et le répertoire des commerces qui offre un service de récupération des résidus domestiques dangereux. Donc, vous avez beaucoup d'entreprises que vous pouvez consulter pour vous départir adéquatement de vos matières résiduelles. En plus, vous avez l'application Ça va où de Recycle Québec, qui est une superbe application qui vous permet en un seul clic de savoir quel type de matière va dans quel bac ou à quel endroit. Donc, je vous incite à télécharger l'application mobile Ça va où. Vous avez quelques liens utiles, donc Ça va où de Recycle Québec, le répertoire des produits et des services éco-responsables. On en prend soin, qui est le moteur de recherche là, ou l'application de recherche des points de dépôt de Recycle Québec. Et également, la MRC de Brome-Missisquoi avait lancé une deuxième édition là, du guide pratique de la récupération domestique qui peut vous donner divers outils à consulter pour les matières résiduelles. Des questions? Toujours pas d'autres questions dans le chat, donc ça va dépendre si on a une question de vive voix. On continue avec l'économie d'eau potable. Donc, encore une fois, on n'est pas des super champions pour l'économie d'eau potable. La stratégie québécoise d'économie d'eau potable nous donne des chiffres désastreux. On est les plus grands consommateurs au monde, les Québécois. Nous avons un bilan de consommation par jour de 260 litres d'eau en comparative à 40 litres d'eau pour la population mondiale. Il y a un autre aspect aussi à penser quand on consomme de l'eau, c'est que plus on consomme d'eau, plus on en rejette, plus les municipalités doivent traiter l'eau. Donc, c'est des coûts supplémentaires pour la société là, de l'utilisation et de l'épuration des eaux.
Donc, des gestes simples à mettre en œuvre, installer des équipements qui consomment moins d'eau, donc robinetterie, installer des bouteilles ou des sacs réducteurs de volume dans le réservoir de toilette, installer des équipements homologués WaterSense pour assurer la fiabilité des produits qui sont installés, traiter les eaux et réutiliser les eaux grises, donc pour alimenter certains équipements sanitaires qui peuvent être alimentés de cette manière. L'arrosage des jardins, donc par exemple avec des barils de récupération d'eau de pluie, arroser les plates-bandes et les terrasses gazonnées. Utiliser des produits de nettoyage et d'entretien biodégradables, donc qui vont permettre de réduire le traitement des eaux et si vous avez une fosse septique et un champ d'épuration qui vont être bénéfiques pour l'environnement et pour vos installations. Vous pouvez également vous procurer gratuitement la trousse d'économie d'eau potable qui est offerte par la ville de Cowansville si vous vous présentez à l'usine de filtration sur le boulevard des Ourdis. Pendant les heures d'ouverture, vous allez obtenir certains éléments à installer à la maison pour réduire la consommation d'eau potable. Préparer une toilette qui coule après avoir tiré la chasse, c'est une économie jusqu'à 245 000 litres d'eau par année. Une toilette qui coule va énormément débiter beaucoup d'eau. Les robinets qui fuient peuvent aller jusqu'à 7 000 à 100 000 litres d'eau donc dans une année. Pardon. Arroser les plates-bandes de gazon en matinée ou en soirée selon la méthode et les heures d'arrosage qui sont permises. Ça va éviter 40 d'évaporation de l'eau. Donc, si on arrose une journée chaude d'été en après-midi, de toute manière, vous allez voir, là, la réglementation ne le permet pas à Cowansville, mais si c'était le cas, 40 de l'eau que vous envoyez sur votre terrain ne s'infiltrerait pas au sol. Couvrir une piscine lorsqu'elle est inutilisée pour permettre de réduire l'évaporation, donc la consommation d'eau pour la remplir. Laver la voiture avec un seau et un pistolet de distribution. Utiliser un balai plutôt que le tuyau d'arrosage pour nettoyer les trottoirs, les entrées extérieures. Donc, évidemment, là, on en a entendu parler dans les dernières années. C'est évidemment une pratique à ne pas mettre en place. Donc, utiliser un balai. Collecter l'eau de pluie pour arroser les installations végétales extérieures. On peut collecter jusqu'à 120 000 litres d'eau par année avec un baril de collecteur d'eau de pluie qui est raccordé, donc rattaché là, au système de gouttière de votre maison, de votre garage. Vous assurez que les gouttières ne sont pas raccordées au drain de fondation et qu'elles sont dirigées vers des surfaces perméables, donc des surfaces gazonnées. La ville de Cowansville a modifié son règlement sur la gestion des eaux et ne permet plus donc le branchement des gouttières et des toits au drain de fondation. Il va y avoir des visites résidentielles qui sont prévues en 2022 pour aviser et sensibiliser les citoyens. Pour les plates-bandes, on plante des fleurs indigènes et vivaces dans nos aménagements parce qu'elles vont résister plus à la sécheresse. On évite de laisser couler l'eau lors du lavage de la vaisselle. On conserve un pichet d'eau au réfrigérateur pour éviter de laisser couler l'eau. En attente de l'eau chaude, c'est une pratique que j'utilise fréquemment. Je recueille mon eau pour l'arrosage de mes plantes intérieures pendant que j'attends mon eau chaude. Prendre des douches d'une durée de 5 minutes maximum. Régler la machine à laver, la vaisselle au cycle le plus court, évidemment, lorsque c'est possible. Régler le niveau d'eau de la machine à laver en fonction du volume des vêtements. Maintenant, les nouvelles machines à laver le font souvent d'elles-mêmes, mais tout de même, vous en assurez. Décongeler les aliments en les baignant dans un bol d'eau ou les mettre au réfrigérateur plutôt que laisser couler l'eau du robinet. Donc, maintenant, passons aux pratiques écologiques pour l'entretien des pelouses et des périodes d'arrosage. Donc, l'arrosage de la pelouse est une des activités qui gaspille le plus d'eau. Donc, une pelouse reçoit en temps normal assez d'eau dans une semaine pour être en santé. Donc, et plus on arrose le gazon, ce n'est pas un mythe, plus il va devenir capricieux et demander de l'eau. Ça vaut pour la plupart des végétaux. Pardonnez-moi. Donc, une astuce pour vérifier si votre gazon a reçu assez d'eau dans une semaine, très simple, vous disposez d'un bac, d'un contenant sur votre pelouse. Attention, vous assurez qu'il ne parte pas au vent, mais si le bac contient un niveau d'eau de 2 à 3 cm, donc il n'y a pas besoin d'arroser la pelouse, votre pelouse a reçu assez d'eau. Si, par contre, vous devez arroser, la ville de Cowansville a une réglementation où il y a des contraintes à suivre pour les journées d'arrosage. Donc, les secteurs A et C, c'est le mercredi et le vendredi.
Tandis que pour les secteurs B et D, c'est le mardi et le jeudi. Donc, il y a 2 manières où on peut arroser les surfaces gazonnées ou vos plates-bandes. Donc, c'est à l'aide de tourniquets ou de dispositifs ou de tout autre dispositif, entre 17h30, 19h30 et 21h. Ou si vous utilisez un système d'arrosage automatique, c'est entre 5h le matin et 6h30. Donc, pourquoi des heures d'arrosage? C'est en fait, on revient à notre 40 d'évaporation d'eau. C'est si on utilise, si on arrose en matinée et en soirée, on va économiser jusqu'à 40 de consommation d'eau. Donc, selon le mécanisme utilisé, il faut s'assurer de bien respecter la réglementation. L'arrosage des fleurs, des potagers, des arbustes est autorisé, mais à condition d'être effectué à la main, donc avec un arrosoir. Et il est possible d'effectuer le remplissage complet de sa piscine une fois par année, et ce, entre 20h le soir et 6h le matin. Pour les spas, remplissage est autorisé à tous les jours entre 20h et 6h. Un propriétaire qui va faire installer une nouvelle pelouse, une haie ou un aménagement paysager, si vous allez vous chercher permis à la ville de Cowansville au montant, aux frais de 15 $, vous pouvez procéder à l'arrosage 14 jours consécutifs à la suite de la pause entre 19h30 et 21h30, évidemment pour assurer que votre gazon va bien s'implanter. Le lavage des autos et les murs extérieurs sont autorisés en tout temps à la condition d'utiliser un boyau d'arrosage à fermeture automatique et d'utiliser l'eau seulement qu'à cette fin. Il est interdit de laver les entrées d'auto ou les aires de stationnement, évidemment, sauf pour un nouvel asphalte ou la pose d'un enduit avec de l'eau qui provient de l'aqueduc municipal. Pour l'entretien des pelouses, donc l'utilisation des pesticides peut avoir d'importants effets néfastes sur l'environnement. On en a entendu parler beaucoup dans l'actualité dans les 10 dernières années. La contamination des plans d'eau et des cours d'eau situés à proximité. Je ne parle pas nécessairement de 5 mètres ou directement liés à votre terrain. La contamination de la nappe phréatique, la contamination de l'eau, de l'air, du sol. Donc, si c'est néfaste pour la santé de l'être humain, c'est néfaste pour la faune, la flore et les insectes. Donc, de surcroît, l'investissement dans ces produits peut devenir coûteux. Et encore une fois, comme pour l'arrosage, plus on utilise de pesticides et d'insecticides, plus notre pelouse va être dépendante de leur utilisation. Donc, il y a diverses solutions de rechange qui peuvent être utilisées. Mais évidemment, il faut faire très attention, c'est selon la source du problème. Donc, on privilégie une lutte physique ou mécanique à la lutte et la lutte biologique, donc aux pesticides et aux insecticides. Et les méthodes de contrôle des organismes indésirables causent moins de tort aux organismes utiles à l'environnement et à notre santé quand on utilise la lutte physique ou mécanique. Donc, des pratiques plus écologiques à appliquer. Donc, on peut sursemer les endroits qui sont clairsemés avec des mélanges de graminées qui sont adaptés au sol, très important, sinon c'est complètement inutile, aux conditions d'utilisation au niveau d'ensoleillement. Donc, ajouter un compost mûr et éviter les monocultures, donc d'avoir une seule espèce dans votre mélange. Cela va réduire l'apparition des espèces indésirables. Plus on a de la biodiversité, plus on a de la diversité végétale dans nos aménagements ou dans notre gazon, plus ils vont résister à la compétition. Aérer la pelouse avec un aérateur mécanique au printemps. On conserve une pelouse un peu plus haute en début de saison. Ça va permettre de renforcer le système racinaire du gazon, de la pelouse, et de développer, donc de mieux résister aux périodes de sécheresse plus tard pendant l'été. Pour éviter de fragiliser notre pelouse, on la tond le moins souvent possible et on la tond lors de périodes on évite de la tondre lors de grandes chaleurs et évidemment, on tond avec des lames bien affilées. Si le gazon n'est pas malade, on ne ramasse pas le gazon, on le laisse présent. Donc, c'est meilleur pour la biodiversité, pour la décomposition du sol, pour ramener des matières organiques dans le sol. On enrichit le compost de compost et d'engrais écologiques et on arrache les herbes, les mauvaises herbes, les indésirables, plutôt en saison afin qu'elles, comme le principe du gazon, plus on va les arracher, moins leur système racinaire va être important, moins leurs rhizomes vont être importants, moins elles vont se propager et être robustes pendant l'été. Rapidement, je ne veux pas parler de lutte aux insectes ravageurs trop longtemps, mais les vers blancs, les larves de hannetons et les scarabées japonais est un bon exemple. Donc,
Pour prévenir leur arrivée, on peut effectuer un bon entretien de la pelouse. On laisse le gazon à une bonne hauteur, donc 8 cm, parce que les hannetons vont préférer le gazon court. On attire les oiseaux sur notre terrain parce qu'ils vont manger donc les insectes avant qu'ils puissent pondre leurs œufs. On évite l'arrosage superflu parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui vont aimer l'humidité et on éteint les lumières extérieures. On n'y pense pas, là, mais le soir, laisser les lumières extérieures allumées, mais ça attire ces insectes-là sur notre terrain. Donc, la production de ponte de ces animaux. Donc, on peut utiliser des nématodes qui vont parasiter les vers blancs, par exemple, ou encore des pièges à phéromones pour attirer les adultes du scarabée japonais avant qu'ils puissent pondre. Si vous voulez plus de détails, il y a beaucoup d'informations sur la page du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique que vous pouvez trouver sur la lutte spécifique des parasites. Avez-vous des questions? Donc, toujours pas. Donc, pour terminer, j'aimerais donc vous présenter, donc c'est bien beau, on a parlé de maintes et maintes actions qu'on peut mettre en place individuellement pour réduire notre empreinte écologique, mais je voulais quand même prendre un petit moment pour vous présenter ce que les entreprises de la région font et ce que la ville de Cowansville fait pour réduire l'empreinte écologique et les émissions de GES. Donc, premièrement, nous avons les entreprises par l'entremise de la symbiose industrielle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais sinon, allez voir ce qui se passe au niveau de la symbiose industrielle. C'est un projet qui est très lucratif au niveau de la protection de l'environnement, de la réduction de GES et également au niveau économique. Donc, c'est un regroupement d'entreprises qui va prôner l'économie circulaire, donc qui est chapeauté par le CLD de Brown-Missisquoi, la table d'entreprises de développement durable et qui est dirigée par Oriana Familiar et son équipe. C'est donc une économie circulaire qui est mise en place. Donc, l'utilisation du déchet d'une entreprise va devenir la matière première d'une autre entreprise de la région. Donc, pour donner une nouvelle vie aux ressources, donc aux déchets qui normalement auraient dû aller au site d'enfouissement ou au recyclage. Donc, quelques chiffres de 2014 à 2019, c'est 8 700 tonnes de déchets qui ont été valorisés par les entreprises, par le programme de symbiose industrielle, 370 entreprises participantes, 900 échanges qui ont eu lieu, des gains économiques de 1 702 524 $, 10 600 tonnes de CO2 évitées, et plus de 400 employés qui ont reçu de la formation continue. Finalement, en dernier lieu, pour terminer la formation, la présentation de ce soir, donc qu'est-ce que la ville de Cowansville a fait depuis 2009 pour réduire son empreinte écologique et mettre en place des mesures de subvention et des projets de protection de l'environnement. Donc, voici quelques exemples. En 2009, la Ville procédait à la réalisation d'un inventaire des émissions en gaz à effet de serre, ce qu'on appelle communément un bilan carbone, pour trouver, identifier les sources d'émissions les plus importantes là, de GES. Des actions de sensibilisation des citoyens à la protection du lac d'Avignon et un soutien important donc, au CSBVLD, donc, qui est le comité de sauvegarde du bassin versant du lac d'Avignon depuis plusieurs années. De 2010 à aujourd'hui, la subvention pour l'achat des couches lavables, pardon, je suis en train de perdre ma voix, la distribution gratuite des trousses d'économie d'eau potable, la participation au programme municipal d'économie d'eau potable, les inspections des bandes riveraines et la sensibilisation des citoyens à leur protection, les projets de réduction de sédimentation au lac d'Avignon, le lancement en 2019 du plan stratégique et de développement durable de 2019 à 2023, des travaux de revégétalisation des rives et sur les terrains municipaux et installation d'affiches de sensibilisation là, des citoyens, l'installation des points de dépôt pour le recyclage du verre, donc on parlait des conteneurs à verre un peu plus tôt, la réalisation d'un bilan carbone sur la collecte des matières résiduelles en 2020, donc qui a été réalisé par Essor Environnement, pour les matières organiques et la Ville a procédé à la plantation locale suite à nos recommandations pour compenser les émissions de GES. En 2020, installation des bornes pour les véhicules électriques. 2021, les travaux de contrôle de la grille du frein pour éviter sa propagation.
le lancement du service d'autopartage d'un véhicule électrique pour les citoyens et les organismes, l'achat d'une station de lavage et d'embarcation nautique qui sera installée au centre de la nature, l'installation d'affiches de sensibilisation débarcadère des ordiers au centre de la nature pour sensibiliser la présence du myriophylle impie, une espèce exotique aquatique très importante malheureusement pour le lac d'Avignon, et pour prévenir sa propagation. En 2021, en janvier, si je ne m'abuse, le lancement des éco-défis mensuels diffusés aux citoyens. En 2021, la subvention pour l'achat des produits d'hygiène féminine durable. En 2021, la subvention pour l'achat des vélos. Et la participation de la municipalité au Fonds des municipalités pour la biodiversité qui remet un certain montant par année pour la protection de la biodiversité et l'agrandissement du parc naturel Jacques-Bonnette pour la conservation, où la ville a acquis un terrain de 7,49 hectares pour la conservation des milieux naturels. Donc, ceci conclut notre présentation de ce soir. Donc, j'espère que je ne vous ai pas surchargé d'informations, même si j'ai un petit doute. Je vous invite à revoir la vidéo donc pour voir s'il y a des éléments que vous aimeriez revoir plus en détail. Et je voudrais savoir si vous aviez des questions. Il n'y a toujours pas d'autres questions dans le chat, donc on invite les gens là, à prendre parole si c'est le cas. Ou des commentaires, des suggestions, donc si vous désirez partager avec nous. Oui, je crois que Mme Barbara Jack aurait une question ou un commentaire. Merci pour votre bonne présentation. Puis est-ce qu'on peut, on va avoir la copie, une vidéo, une copie de votre présentation? Bien, en fait, on peut vous envoyer le lien là, une fois qu'elle va être rendue sur le site web. On enverra le lien là, pour visionner la vidéo là, à tous les participants. Est-ce que vous allez donner ça dans toutes les municipalités dans le Brome-Missisquoi? Bien, en fait, c'est une initiative de Cowansville, donc malheureusement, là, on ne peut pas parler pour les autres villes, mais c'est vraiment propre à Cowansville là, pour la formation d'environnement. OK. Est-ce qu'on peut avoir une présentation en anglais? Ben, il faudrait que je vois, en fait, pour avoir une formatrice apte aussi à, je ne sais pas, Geneviève, avec toi, si c'est quelque chose qui est possible. Il faudrait vraiment que je vois là, à ce niveau-là. C'est quand même possible, mais c'est Ouais. oui, évidemment, il faut que ça soit dans le mandat Donc, oui, on comprend qu'à la ville de Cowansville, on a une ville bilingue. Donc, oui, mais là, il faudrait poser la question. Donc, oui. plus... Je le note, puis on va voir là, si c'est quelque chose qui est possible peut-être pour 2022 d'avoir en anglais. Parce que c'est vraiment complète dans tout. Anyway, merci beaucoup, oui. Oui, tout à fait. J'ai essayé de vraiment toucher. Puis si vous avez des questions, vous pouvez également me contacter. Peut-être pas me surcharger. Là, vous pouvez passer par la ville ou le service de communication ou encore par l'entremise du service de l'aménagement et d'environnement. Mais vous pouvez toujours me poser des questions. Je suis également résidente de Cowansville. Essor Environnement fait partie de Cowansville également. Donc, on est très impliqués. Donc, n'hésitez pas si vous avez de plus amples questions. Si vous voulez également proposer à d'autres municipalités, aucun problème. Là, on est quand même disponible pour offrir nos services ailleurs également. Et puis, oui, allez-y. Non, c'est beau. On va essayer de vendre ça à tous les autres. Parfait. Il y a également, j'ai mis beaucoup de liens. Je sais que je suis allée rapidement sur certains aspects parce que je voulais vraiment faire un topo. Pardonnez-moi. Pardon, c'est beaucoup d'élocution de ma part pendant 2 heures, donc j'ai un petit chat dans la gorge. Mais il y a beaucoup de liens, beaucoup d'informations qui vous ont été transmises par la formation. Donc, j'ai proposé de faire un petit document synthèse qui regroupait tous les liens qui ont été présentés ce soir pour qu'ils soient rendus disponibles là, pour que vous puissiez aller les consulter plus facilement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Pardonnez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Non, je pense que c'est tout sur le chat. On te remercie, Geneviève, là, pour la formation.
C'est moi qui vous remercie de votre attention. Donc, n'hésitez pas, si vous avez de plus en plus de questions, à contacter donc, la Ville de Cowansville. Donc, je le répète, la formation a été, oui, préparée par un centre environnement, mais demandée à l'attention des citoyens de la Ville de Cowansville par la Ville de Cowansville. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle fin de soirée. Merci. Merci.